Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, nous avons des revenants, comme la semaine dernière, j'ai envie de dire. Cédric, tu étais revenant la semaine dernière. Maintenant, je suis habitué. Tu es habitué, c'est ça. Tu as ton rond de serviette, tout va bien, ne t'inquiète pas, tu joues à domicile maintenant. On est avec un revenant en chef, Alexis, qui est parti en Afrique du Sud. Et me voilà de retour pour vous parler de choses très intéressantes aujourd'hui et la semaine prochaine. Et tu n'es même pas revenu bronzé. Non. Escroc. Et on est toujours avec Jonathan, évidemment. Eh oui. Comment ça va ? Ça va, après 3 semaines, moi aussi je suis revenu. Après je sais pas si 3 semaines suffit à en faire un revenant, mais bon. Au pire un boomerang. Très bien. En mémoire des jours passés, je sais plus, non, c'est Gainsbourg qui ça. Bon, bref. On ferme la parenthèse et on a une autre personne en plateau qui est déjà venue. Tu es déjà venu, c'est Pazou. Hello, salut à tous. Comment ça va ? Ça va, c'est bien, parce qu'on va parler de Metal Gear, ma série du cœur. Donc forcément, ça va super bien. Et merci pour l'invitation, Karel, en tout cas. Toujours un plaisir de te recevoir. Hein. On rappelle que tu es Docteur S. Hideo Kojima. Docteur S. Kojima, fan de Metal Gear devant l'éternel, et cofondateur de Merugezu, donc merugezu.com, et de la chaîne YouTube Merugezu. Fait beaucoup de choses. Blog de jeux vidéo, de vulgarisation rigoureuse, c'est ça ? Exactement. C'est le terme consacré ? Vulgarisation rigoureuse, Shoryuken et sauce samouraï. Donc on parle de jeux vidéo et dans toutes ces manières, pas que de jeux vidéo japonais, un peu de tout. Et vous avez la bibliothèque et la soundtrack du dimanche ? Exactement, on a plusieurs formats en fait. On a les formats de vidéo qui sont dirigés par Ken de Merugezu, l'autre cofondateur de Merugezu, qui s'appelle la bibliothèque. On fait du coup pendant 20 minutes la biographie condensée d'un créateur du jeu vidéo, donc que ce soit en japonais ou en gaijin, un occidental. Et il fait ça très bien en fait. Et la prochaine vidéo, ça sera sur Takenobu Mizuguchi. Mitsuyoshi plutôt, voilà. Donc ne ratez pas ça. J'ai vu quelques vidéos, quelques extraits. Ça sera du très 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 lourd. On a également du coup la soundtrack du dimanche qui est en petite pause en ce moment. C'est un podcast audio où je fais une review d'une bande originale d'un jeu vidéo. Donc là on est au numéro 19. Le numéro 20 devrait sortir dans pas si longtemps, si j'ai un peu de temps. Et n'hésitez pas du coup à checker notre Twitter, notre Instagram, notre Discord aussi qui est en accès libre, pas comme certaines personnes. Et du coup en fait n'hésitez pas à checker les autres membres, du coup Ken, Guillaume et Théo, ils tiennent la baraque pendant que je suis pas très dispo en ce moment. Et que tu essaies qu'on te séquestre surtout, c'est ça. C'est ça. Très bien, envoyez vos aides évidemment. On salue Phenom et Pseudoless sur le chat et Galaxis qui nous disent bonjour. Et comme tu fais ton CM, je vais le faire aussi du coup. Allez. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @hyperlink_RVL, sur Discord également, le lien est en accès libre sur notre profil Twitter et sur Instagram également. Donc Hortense s'en occupe et Elisa aussi, on les embrasse très fort. Cette émission est réalisée par PJ et Léo qui font des grands signes derrière la vitre. On est également avec Charlie à la production qu'on embrasse très fort. Du coup les critiques de cette semaine très rapidement, on aura Battlefield 5 avec Alexis. Exactement. Et les crimes de Grindelwald avec Cédric qui regarde son portable. Attention, mode avion j'espère. Hein. Oui. Très bien. On va checker mes news pour pas dire de bêtises. Très bien. Et en parlant des news, on est parti, c'est les news. Et on commence avec une nouvelle mise à jour pour Final Fantasy XIV. On faisait la post-mortem de FF15 la semaine dernière. 3 nouvelles fonctionnalités, donc combattre avec des PNJ connus, comme c'était le cas dans FF11. Un New Game Plus dans un mémo, c'est un petit peu particulier. On pourra refaire des missions à plus haut niveau. Également, on pourra voyager désormais entre les différents serveurs, pour peu qu'ils soient dans le même data center, à travers des portails dans les 3 cités-états qui servent de point de départ dans le jeu. Une nouvelle classe, le Mage Bleu, qui sera donc accessible à partir du niveau 50 si on est disciple guerre ou magie, et si on a fini le scénario surtout, qui sera disponible dès la prochaine mise à jour 4.5. Pêle-mêle, je vous cite également une nouvelle race, potentiellement les Viera, donc c'est les femmes lapins. De FF12 évidemment, Fran évidemment, on embrasse Matsuno évidemment. En tout cas c'est ce que les spéculations laissent entendre, étant donné que Yoshida à l'annonce portait un lapin dans le dos de son sweatshirt, donc il faut toujours regarder son sweatshirt apparemment, c'est ça qui sert de support de teasing. Le plafond des niveaux sera monté au niveau 80, 2 nouvelles zones, la forêt de Raktika et Am Aereng, des nouveaux donjons, des raids, un raid à 24 joueurs, et enfin la fusion des points de magie et des points de technique
en une seule ressource, donc histoire de simplifier un peu le gameplay. Voilà, FF14, est-ce que ça vous donnerait envie d'y jouer, de vous lancer dedans là? FF14, c'est quand même un super jeu. C'est le seul MMO aujourd'hui qui arrive à exister avec World of Warcraft, alors que ça avait très très mal commencé. Et je suis très content de voir qu'il continue de l'alimenter. Et que face à WoW, qui avec la dernière extension a tendance peut-être un peu à stagner, de voir ça, ça me remplit d'espoir. Et j'espère que Square Enix aura envie de faire des choses bien avec les licences Final Fantasy par la suite. Une équipe qui gagne à être soutenue, on va dire. Exactement. Voilà. Business Division 5, on embrasse tout le monde. On enchaîne avec toi, Alexis, du coup tu gardes la parole. Un grand absent à l'E3 2019. Tempête dans un verre d'eau. Alors Sony a annoncé qu'il ne serait pas au prochain E3 pour la première fois de son histoire en tant que constructeur. Mais alors rien du tout, ils vont pas du tout être présents. C'est Variety qui a donné l'information. Officiellement, c'est pour trouver des nouvelles manières d'interagir avec sa communauté. Alors, en fait, c'est pas très très grave parce que le catalogue AAA de Sony, les prochaines sorties, il est connu jusqu'en 2020. Ghost of Tsushima, Death Stranding, The Last of Us Part 2. Après, on aura la PS5 probablement. Donc, c'est pas un drame parce que quitte à refaire un E3 comme ils ont fait cette année avec 4 jeux pour les présenter de nouveau en disant la même chose, ça sert à rien. Ceux qui doivent être très contents de cette annonce, c'est Microsoft, bien sûr, le grand gagnant de cette nouvelle, principalement sur le terrain de la communication. Mais ça pose la question quand même de l'avenir de ce type de salon très coûteux. Parce que si Sony fait une vraie défection cette année, ça fait quand même plusieurs années que Nintendo, Electronic Arts, voire même Microsoft organisent leurs propres événements en marge de l'E3. À Los Angeles, certes, mais est-ce que l'E3 n'a pas amené à devoir évoluer pour pouvoir survivre? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... je me tourne vers Pazou parce que tu étais avec nous pour débriefer le 3 2018. Qu'est-ce que ça t'inspire cette absence de Sony? Ça ne me surprend pas énormément parce que effectivement Sony ils sont actuellement en leader sur le marché des consoles de salon en tout cas et pour avoir aussi également travaillé, sans trop en dire, en fait, dans le milieu d'événementiel, dans le secteur des loisirs, ça me surprend pas. Sony déjà en Europe était pas très chaud en fait pour communiquer sur des salons puisqu'ils ont déjà leur moyen de communication direct avec des joueurs. Je pense que c'est une continuité. C'est une continuité de leur vision en fait déjà de communiquer directement avec les joueurs et pas forcément faire des grandes présentations sur des salons, devoir payer parce que c'est une charge qui est en plus et il me semble en plus qu'ils ont le PlayStation Experience qui a été annulé aussi cette année. Ouais, donc en fait annulé, vraiment en fin de cycle là ils vont sortir leur gros AAA et puis après ils vont préparer des grosses annonces. C'est ça, ils vont préparer c'est ça. Ouais. Ça me surprend pas en fait. C'est que Jason Schreier de Kotaku date pour mars 2020. Oui, à peu près. Voilà. Je rappelle quand même ils sont pas bêtes le comité de l'E3 histoire de finir puisqu'il faut qu'on avance. L'E3 rappelle quand même que rappelle toutes les parties impliquées dans l'E3 qui ont déjà signé pour leur stand. Donc on a vite fait Microsoft, Nintendo, Activision, Bethesda, Capcom, Epic Games, Konami, Digital Entertainment, Square Enix, Take-Two, Interactive Software, Ubisoft et Warner Bros. Voilà. Ça sera quand même un événement à suivre, quoi qu'il arrive. Voilà, toujours à suivre. On reste avec toi, Alexis. Une news un petit peu plus courte, Game of Thrones qui revient. HBO confirme la diffusion en avril 2019 de la 8e et dernière saison de la meilleure série plus populaire de ces je sais pas combien de dernières années. N'importe quoi, ça, House of Cards, qu'est-ce que tu racontes? Alors, non. Alors, on aura seulement 6 épisodes pour cette ultime saison, qui sont plus longs que ceux des précédentes saisons, on sera des mini-films. Oui. D'accord, c'est pas divisé en deux, justement? C'est 2 fois 6? C'est 6 épisodes. Juste 6, d'accord, très bien. Qui dureront entre 70 et 90 minutes chacun. D'accord. Alors HBO commence à sortir la communication, ils ont créé un teaser composé d'images des anciennes saisons qu'ils ont appelé #ForTheThrone. Alors bien sûr les spéculations selon l'ordre des images et tout ça, les réseaux sociaux sont fous, les forums commencent à se déchaîner pour savoir qui va mourir ou pas. La hype commence à arriver sur Game of Thrones, perso je suis très content qu'on puisse avoir cette dernière saison puis qu'on en finisse pour passer à autre chose, mais voilà. Ouais, c'est parfait. Qu'on en finisse pour passer à autre chose, je trouve ça très bien. Je te remercie. Quand on finisse pour qu'on passe à autre chose, on passe à tes news, Cédric. Du coup, on commence avec Blumhouse qui signe un accord avec Amazon. Ouais, voilà, tout est dit. Blumhouse, Amazon vient de révéler qu'ils avaient signé un accord avec Blumhouse pour faire 8 films, souvent dans le créneau de Blumhouse. Donc Blumhouse, on reprend, c'est la boîte de Jason Blum qui fait que des films horreur, thriller, fantastique, qui sont très connus pour avoir fait Get Out il y a 2 ans et Sans un bruit cette année. Et Split aussi. Et Split aussi, bien sûr, qui va arriver en 2019. Donc, bonne nouvelle, on va dire que oui. En tout cas, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est pas du côté de Blumhouse, c'est plutôt du côté d'Amazon qui enfin commence à se dire que pour affronter Netflix, il faut qu'ils aient des partenariats et des exclusivités intéressantes parce que jusqu'à présent, ils en avaient quelques-unes, mais ils font aucune communication dessus. Et là, pour la première fois, ils ont des films exclusifs avec un gros studio qui, mine de rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Blumhouse, a prouvé
qui savait faire de l'entertainment. Et c'est une poule aux œufs d'or, hein, très clairement, pour le film de genre. Clairement, oui, parce que Blumhouse, la méthode, c'est moins de 5 millions de budget pour les films en général. Donc c'est très rare qu'ils dépassent ce budget. Mais tout dans le marketing, hein. Et ça, Oui. ce n'est pas comptabilisé dans le budget du film, évidemment. Chut, faut pas le dire. Voilà. Et une deuxième news, du coup, toujours dans la VOD, c'est un manga très influent qui va arriver sur Wakanim. Oui, c'est En version animée. l'animé de The Promised Neverland, donc le manga phare sorti en début d'année chez Kazé, qui truste bien le box-office français pour le coup. Au Japon, c'est un gros phénomène aussi. La manga a maintenant moins de 2 ans et demi, 3 ans, mais c'est une adaptation assez courte. C'est-à-dire qu'ils ont attendu très peu de temps avant de confirmer qu'il allait y avoir une adaptation. Ça fait déjà plus ou moins 1 an qu'on sait que c'est dans les tuyaux. Là, ça a été annoncé officiellement depuis 1 mois. Et Wakanim, forcément, était comme tous les autres sur le coup. C'est Wakanim qui a eu les droits pour la sortie. En tout cas, on sait que c'est une filiale de A1 qui n'a pas fait beaucoup de choses. A1 Pictures qui s'occupe de l'adaptation. Et ça promet d'être du bon boulot, quoi. Après, Un peu de sang neuf, ouais. À voir ce que ça va donner qualitativement. Les adaptations, c'est toujours à double tranchant parce qu'il y a moyen de se reposer juste sur l'adaptation, quoi. Très bien, on enchaîne avec toi Jonathan sur Fallout 76 qui n'en finit plus. Enfin voilà, le roller coaster ne s'arrête jamais. Alors, par où commencer? Déjà par le début, à savoir que la bêta s'était déjà fait connaître avec des soucis de désinstallation du jeu lorsqu'on lançait la bêta. Puis ensuite, il s'est avéré qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu des soucis, qui ne pouvaient pas désinstaller la bêta tant qu'ils n'avaient pas acheté le jeu complet. Et là, finalement, le jeu donc, est sorti le 14 novembre, si vous ne le saviez pas, parce qu'effectivement, il y a eu très peu de communication. Et en plus, le jeu se fait défoncé sur Metacritic, les notes sont horribles de la part des joueurs, sachant que il y a très peu de communication. Donc voilà, c'est vrai que entre les bugs, entre manifestement le quasi manque d'histoire du jeu qui se repose, donc on le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, Fallout 76, qui est un jeu qui est censé être uniquement online et avec donc on ne croise que des autres personnages humains. Du coup, Bethesda confirme qu'avec Fallout, le désamour n'en finit plus, en tout cas le désamour entre Bethesda et les fans de la licence. Voilà, c'est vrai que là c'est quand même très dommage qu'une licence comme celle-là se tombe dans un déclin tel que même à Konami je pense qu'ils doivent se marrer. Et bam, allez hop. Ah non mais moi je suis fan de Suikoden, j'ai mal pour les fans de Fallout. Donc je fais partie aussi. Attention, Konami a ouvert un petit site autour de Suikoden, donc à voir si la Switch peut pas leur donner des idées. Et c'est fini là du coup Fallout si ça se plante à ton avis? Alors là honnêtement je pense que c'est une licence qui est trop porteuse, mais ils vont peut-être revenir à quelque chose de plus humble. Pazou? Ouais, non, mais je pense pas que ça soit fini. Mais ce qui me surprend, c'est que je suis de loin un peu ce déclin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté quand même ce jeu. Et je vois en fait jour après jour en fait des mauvaises nouvelles arriver, même des vidéos de compilation de bugs incroyables et tout. Je me dis mais c'est ouf. Affreux. Affreux. Mais leur moteur n'a jamais été changé depuis un moment, je crois. C'est toujours le même depuis, j'allais dire Skyrim, mais je crois. C'est vraiment des faiseurs d'univers, hein, les gars. Donc ils se reposent pas sur leur technique, mais plus sur leur habilité de donner des histoires, un scénario. Et c'est vrai que s'ils te font un multijoueur sans vraiment de scénario, c'est-à-dire que Elder Scrolls Online avait quand même un background assez important. Ouais. Fallout 76, ce que j'ai compris, il y a même pas trop. Pas trop quoi. Enfin, c'est un MMO un peu déguisé. C'est une grosse sandbox en fait. Hein. On parlait de FF14 tout à l'heure. Il y a eu quand même un virage à 90 degrés pour reprendre FF14 parce que quand il est sorti, ça faisait chuter. Donc complètement. On n'est pas à l'abri d'un mec qui reprenne le projet. On en parlera peut-être plus en détail dans la deuxième moitié du débat consacré à la chose militaire dans le jeu vidéo par le prisme de Metal Gear Solid, n'est-ce pas? On finit ce point news, Jonathan, c'est impossible de finir ce point news sans aborder peut-être le plus gros séisme de la semaine, c'est Stan Lee qui nous quitte. Oui. Stan Lee qui nous quitte à l'âge de 95 ans, donc le grand co-créateur de tous les héros Marvel des années 60 et aussi 70. Donc pour point rapide sur ce qu'il a fait, donc il était au départ assistant chez Marvel, donc chez Timely Comics à l'époque. Il va devenir écrivain, il va aussi devenir très vite, dès ses 18 ans il me semble, le rédacteur en chef donc chez Timely, puis il va accompagner jusqu'à Atlas, Marvel et ce qu'on connaît actuellement. Donc son influence elle est incommensurable parce que non seulement elle est dans la création des personnages mais aussi dans la création de ce qu'ils ont appelé la méthode Marvel où il y a quand même beaucoup de place qui est laissée aux dessinateurs. Alors une méthode qui a pu être reprise ou délaissée par d'autres mais qui a quand même eu pas mal d'influence, plus tout ce qu'il a fait par rapport aux adaptations dès les années 70 à essayer de chapeauter les adaptations des licences Marvel et évidemment tous ces caméos récents dont
Captain Marvel et la suite d'Infinity War dans laquelle les camions ont déjà été tournés avant qu'ils meurent. Donc voilà, c'est une perte immense. En plus, c'est la même année que avec Steve Ditko, donc les deux co-créateurs de Marvel, qui nous ont quittés. On l'oubliera pas et je pense que c'est quand même assez beau que l'année de sa mort, il y ait un tel engouement pour Infinity War, pour tout ce qui se passe autour de Spider-Man. Finalement, il part quand les bébés sont bien gardés. Effectivement, c'est-à-dire que là, c'est Infinity War, c'est un petit peu le sommet de tout le grand œuvre du MCU depuis 10 ans. Et voilà, il part au pinacle de tout ça. Est-ce que vous aviez quelque chose à retenir de Stan Lee autour du plateau, Pazou? Très choqué quand même par cette nouvelle, parce que pour moi, c'était quelqu'un qui était immortel dans ma tête, c'était comme ça. Et dès que j'ai vu la news tomber en notification sur mon téléphone, vraiment un choc. C'est vrai que c'est comme Sims, c'est les mecs que t'as toujours connus vieux, donc tu pouvais pas penser qu'ils mourraient un jour. C'est vrai, mais quand même, il avait 95 ans, je crois. 95 ans, ouais. Mais quelque part, il est immortel par sa création. Exactement. Et il a quand même eu la chance de voir le MCU. C'est ce que j'allais dire. Il a la chance de voir tous ces personnages, cet Tu engouement. crées ça dans les années 50-60, tu te dis pas que 50 ans plus tard, Voilà. les mecs Ça vont va avoir avec les effets exister, visuels et tout ça. Enfin, je pense que il ne a peut pas eu, se rendre compte de l'évolution. c'est Il a clair. eu de l'impact sur la vie de beaucoup de gens. C'est ça. Il a eu cette chance de voir ça. Il a eu une belle vie quand même, Ouais. 95 ans. C'est ça. On abordera sa vie peut-être au cours d'une émission, je ne sais pas, au mois de décembre. Voilà. Ah oui Il y a un film Marvel qui sort au mois de décembre, je crois. Il y a Phenom me devance dans mes transitions. Pas de news sur les trailers de Toy Story 4 et Détective Pikachu. Que tu crois Parce qu'on va parler des 3 trailers qui nous ont occupés cette semaine. Tour de table très rapide parce qu'il est déjà 17h16. Commençons par Détective Pikachu. Détective Pikachu, le trailer, les images. Voilà, Rondoudou a des poils. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les poils de Rondoudou, rien. Par contre, le fait que ce soit le premier film Pokémon live, rien que ça c'est pour moi quelque chose qui est incontournable, quoi, parce que on a déjà vu des extraits sur comment ils allaient représenter le monde de Pokémon en live. Rien que ça en fait un must-see. Il y a 2 intérêts effectivement. La porte d'entrée sur des films Pokémon, est-ce qu'ils peuvent le réussir ou pas. En plus, c'est Legendary qui est derrière. Non, pas du tout. Je sais Je me rappelle plus. C'est Warner Bros. Je crois que c'est Peut-être Legenda. Ouais, je sais plus. Enfin bref, dans tous les cas, c'est important parce que mine de rien, le comics touche un peu à sa fin à Hollywood parce que Marvel a un peu tout trusté. Donc maintenant, les studios ils partent vers le manga, l'animé et le jeu vidéo. Logique. Un gros truc. Donc Pokémon, c'est une grosse porte d'entrée, mine de rien. Donc à voir si c'est réussi. Et surtout, à partir du moment où tu t'es dit que ça allait pas être un film d'auteur et que ça allait être un pur produit commercial, en tant que produit commercial, moi j'ai trouvé la bande-annonce plaisante. D'ailleurs que faut pas, tout le monde a pété un plomb sur le concept de Pikachu qui parle. Ça fait 1 an et demi qu'il l'annonce quand même. Faut arrêter, vous débarquez les gens, quoi. Alors tu avais raison, c'était Legendary à la production et Warner Bros à la distribution. Legendary a acheté beaucoup de licences. Ils ont acheté Gundam, ils ont acheté, enfin vraiment il y a tout un tour. Ils ont My Hero Academia, il me semble que c'est aussi, ouais. Ah oui, d'accord. Ils ont tout de suite mis leur bille Legendary pour avoir les années 2020 vont être fantastiques. N'empêche, s'ils réussissent ça va être un vrai game changer parce que c'est un studio, c'est un middle studio, c'est pas non plus les plus gros. Oui. Et ils pourraient vraiment devenir puissants, quoi. Quelque chose à ajouter sur Détective Pikachu? Juste, moi j'ai confiance en Ryan Reynolds dans l'interprétation du Pikachu. aussi. Mais je suis quand même très surpris pour la première adaptation de Pokémon de prendre ce ton-là en fait, puisque c'est pas du tout ce qu'on aurait pu attendre d'un éventuel film Pokémon. Business quand même. Voilà, donc à voir, mais ça à voir. Moi j'aurais kiffé la voix de Danny DeVito à la place de Pikachu, vraiment, parce que Il y avait des mecs sur internet qui ont fait une pétition pour ça. ouais, carrément. Depuis quand on avait vu les images du trailer du jeu japonais, quoi, directement, il avait une voix super rauque et tout. Oui, peut-être un nouveau Roger Rabbit, peut-être, ce serait intéressant. Sous cet angle-là, ça pourrait être intéressant. Toy Story 4, premières images de Toy Story 4, la fourchette des enfers, qu'est-ce que ça vous inspire? On peut rien dire, c'est le truc teaser pour annoncer que ça arrive, quoi. Sur la fourchette, je m'en fous, comme il le dit lui-même, je suis pas un jouet, donc tout est dit. Et justement, peut-être que, j'ai vu Aura Blade faire un tweet là-dessus cette semaine. Est-ce que le twist de Toy Story 4, c'est pas justement le fait que tout peut être un jouet et que du coup les jouets ils vont se dire mais en fait j'ai plus rien dans ma vie et ça va se terminer en mode nihiliste et peut-être parce que mine de rien c'est toujours les leaders de Pixar qui l'ont écrit avant qu'il ait ses soucis avec la justice. Monsieur Lasseter il a quand même coécrit le truc et mine de rien les 3 premiers sont très intéressants à chaque fois dans leur rapport à notre monde en fait et à notre façon de voir le jouet, l'imagination. Donc, moi j'ai assez confiance dans le concept du 4 en termes d'écriture. Après là en termes de production on sait pas du tout où ça va, quoi. Fin de cycle donc chez Pixar et dernier très rapide avis sur le trailer de Alita Battle Angel, adaptation de Gun par James Cameron à la production et Robert Rodriguez à la réalisation.
Gros oui. Moi, c'est gros oui. Gros oui. Mais oui, bien sûr. Parce que, Ouais. bon, très vite, mais. Très vite. Ouais. Cameron, il est producteur, il est scénariste, ça fait 15 ans qu'il veut le faire. S'il le donne à Rodriguez, c'est pas un débile, hein, Cameron, c'est un des plus gros réalisateurs du monde, c'est un des plus gros producteurs au monde. Ça se voit visuellement déjà que Rodriguez, à mon avis, Cameron le tient par les couilles en disant tu déconnes pas. Et ça se voit visuellement, j'ai pas l'impression de voir des plans de merde que Rodriguez peut te donner. Et je vois du très bon Rodriguez, et c'est rare, mais il y en a de temps en temps. Donc pour moi, Cameron est vraiment derrière, et je serais pas étonné que dans quelques années on découvre qu'il a fait des plans pour le film en cachette. Oui, ce serait pas étonnant. Ouais, Oui. voir, ouais. Pas où Bah j'ai pas vu, donc je peux pas, D'accord, ok. je peux pas parler. Bon, Ouais. si, voilà, pour refermer, moi j'étais pas très enthousiaste sur le film, et le fait de voir un petit peu cette espèce de version ultime du rollerball avec, enfin voilà, c'est peut-être le vrai film rollerball sera dans ce film, donc pourquoi pas. Dis-toi juste, tu préfères ça ou est-ce que tu préfères Niki Lachaud? Tu vois, c'est tout est. Ouais. On en parle pendant Voilà, la pause. voilà. Là, tout de suite. On s'écoute Electric Six, I'm the Bomb, et on se retrouve juste après avec les critiques. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Alexis qui discute à travers la vitre avec PJ. Je peux savoir ce que vous vous disiez. On connaît par cœur toute cette émission. Tu vois, il pourrait faire les voix. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est incroyable. Toujours avec Pazou, ça va? Yes, ça va très bien. Parce que je t'empêchais pas de ton verre d'eau. Donc toujours avec Jonathan pendant que Pazou boit son verre Et que d'eau. moi, je ne suis pas en train de voir. Je te remercie, c'est délicat. C'est très délicat. Et voilà, et on retrouve du coup avec Cédric. Cédric est voilà, Je suis à la fin. C'est ça. je fais le va-et-vient, je fais l'essuie-glace, tout va bien. Bon, on va commencer avec toi, Alexis, les critiques Battlefield 5, et juste après on aura les crimes de Grindelwald avec Cédric. C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde! Et on commence avec Battlefield 5 avec Alexis. Parler de Battlefield 5 à sa sortie n'est pas chose aisée. En effet, EA et DICE voient la release comme une première étape dans l'invite de titre qui est amené à durer plusieurs mois et à accrocher les joueurs afin qu'ils n'aillent pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Le mode Battle Royale, par exemple, n'arrivera qu'en mars prochain. Il faut donc garder à l'esprit que la qualité globale du jeu peut varier en fonction des ajouts et ajustements que DICE va effectuer dans les prochains mois. Souvenez-vous, l'année dernière, les déboires de Battlefront 2. EA semble avoir appris de ses erreurs et propose un modèle économique radicalement différent. Ici, pas de lootbox, pas de season pass, pas de microtransactions d'aucune sorte. Le contenu à venir sera gratuit et disponible pour tous. Donc, comme pour la plupart des jeux services, nous allons nous intéresser à l'état du jeu, à son lancement. Battlefield 5 soigne son entrée sur le marché, le jeu prend position sur les très solides bases établies par Battlefield 1 sorti en 2016, tout en n'oubliant pas d'instiller de nombreuses nouveautés, pour la plupart très bienvenues. Battlefield 1 prenait place dans le cadre de la Première Guerre mondiale, donc naturellement ou pas d'ailleurs, Battlefield 5 prend place lors de la Seconde. Il s'agit d'un cadre vu et revu, exploité et réexploité. Et si les FPS AAA avaient un peu abandonné ce cadre depuis quelques années, jusqu'au retour de Call of Duty à la Deuxième Guerre mondiale l'année dernière, les années 2000 ont vu le second conflit mondial être abordé des dizaines de fois. La saga Battlefield s'y était déjà elle-même engagée avec l'opus 1942, c'est sorti il y a combien de temps Battlefield 1942 ? C'est marqué sur la critique que j'ai sous les yeux, donc moi je triche, je peux pas répondre. Ça fait 16 ans, donc Ça fait 16 ans, le waouh. temps passe. Ouais. Alors, si le cadre a été vu et revu, il a jamais été aussi beau. Le moteur Frostbite 3 de DICE fait encore une fois des merveilles. Les panoramas sont splendides, les explosions bluffantes, les descriptions de bâtiments crédibles. La sensation de vivre le conflit est très très forte, le tout saupoudré de cette sensation de danger permanent si chère à la saga. Le jeu propose au lancement 8 cartes, prenant pour cadre des environnements très différents, l'Europe du Nord, le Maghreb, Arras, Rotterdam. Elles sont toutes un régal visuel et suffisamment travaillées pour que l'on ne s'y ennuie jamais. Les véhicules sont évidemment de la partie, mais les avions restent toujours périlleux à maîtriser. Je sais pas si vous avez joué à Battlefield, mais les avions dans Battlefield. Bref, et les batailles navales sont pour l'instant absentes. Alors, un des axes de la communication de EA à propos de BF5, c'était que ce jeu, à la différence du call-off annuel, dispose d'un solo. Est-ce un vrai argument ? Ils nous l'ont dit, hein, ça y est, hein. Nous on a un solo alors que les autres l'ont pas. À Battlefield 1 sont apparus ce qu'on a appelé les récits de guerre, où l'on suit un soldat ou son unité durant une partie d'une campagne pour une durée d'1 à 3 heures. Et comme les histoires n'avaient pas de lien entre elles, cette astuce permet vraiment de visiter un grand nombre de lieux et de vraiment avoir la sensation de vivre une guerre mondiale. Alors le problème, bon, ils sont de retour ici, ces récits de guerre. Le problème, c'est que les récits de guerre de Battlefield 1 manquaient d'originalité et c'est très inégaux, et surtout ils n'utilisent pas ce qui fait le succès de la saga, qui est vraiment les batailles à grande échelle. On n'a aucune bataille marquante qui permet de comprendre qu'on vit vraiment la Deuxième Guerre mondiale et passer la frustration du classique couloir scripté. L'horreur des FPS solo, en fait on se rend compte que c'est pas si intéressant. Il y a quelques-uns qui sont bien écrits, notamment un sur les tirailleurs sénégalais, mais passer les 7 heures
de ce solo. On verra plus ça comme un vague tuto permettant d'envisager le gameplay pour aller après se friter en multi. Et on se demande si sur ce point, c'est pas Activision qui a eu raison de pas focus plutôt sur le multi que perdre des ressources sur du solo qui est très anecdotique finalement. Alors comme tu le disais, oui, le solo c'est peut-être pas ce qui va le démarquer de la concurrence, mais de toute façon c'est comme tu le disais, c'est le multi qui compte finalement. Effectivement, le succès et les qualités de Battlefield, c'est le multijoueur. Là, encore une fois, rien de révolutionnaire. Le DICE se repose sur ce qui a été fait avec Battlefield 1, qui avait posé de très très solides fondations sur lesquelles il était plutôt simple de se reposer. Les quelques critiques qu'on pouvait faire à Battlefield 1 dans son multi notamment, c'était un mode de progression peu intéressant, une personnalisation quasi inexistante entre les différentes classes proposées par le titre. Alors là, DICE rectifie le tir. Il propose une personnalisation totale de chacun de ses personnages, par classe et par armée, en gros. Et à peu près tout ce qu'on fait nous donne de l'expérience, permettant de débloquer toujours plus de cosmétiques. C'est souvent très long et fastidieux, Battlefield oblige, mais c'est totalement gratuit et c'est probablement suffisamment engageant pour que le joueur puisse s'inscrire dans la durée avec ce titre. On retrouve donc les 4 classes déjà présentes dans le précédent opus qui subdivisent chacune en 2 catégories. C'est assez intéressant parce que par exemple la classe Assaut, qui est la classe de base, peut se spécialiser dans l'attaque de véhicules blindés. Donc on peut vraiment avoir quelque chose de très très stratégique et très tactique. Donc chaque classe a aussi été un petit peu modifié, ajusté, et je vous renvoie à mon test que j'ai écrit sur le site VL pour des choses un peu plus techniques, mais globalement le lien sera dans la description. Le jeu met l'accent sur la coopération. Ça c'était un aspect très fort dans les premiers Battlefield qu'on a un petit peu perdu ces derniers temps. Et là aujourd'hui il y a vraiment un intérêt à jouer en escouade à 5 et des réels avantages, comme par exemple la possibilité de réanimer un joueur qui est tombé même si on n'est pas médecin. Les modes de jeu, encore une fois, allez voir mon test, c'est très classique, et je vous rappelle juste que le Battle Royale Firestorm arrivera donc en mars prochain, et on verra ce que ça donne. Je vais pas m'étendre sur ces modes de jeu un peu techniques, encore une fois, allez voir mon test. Mais en conclusion, c'est un excellent FPS multi qui reprend et magnifie les excellentes bases posées par One il y a 2 ans. Si vous avez aimé Battlefield 1, allez-y, parce que c'est la même chose en mieux. Si vous avez envie de jouer à un FPS un peu plus tactique, stratégique et intense que Call of Duty, jetez un coup de fil à Battlefield 5, franchement c'est un super jeu, c'est une vraie réussite. Alors tu inventes jeter un coup de fil. Jeter un coup de fil, j'ai dit. Oui. C'est Et bien on est créateur de tendance chez Hyperlink. Tout à fait, très bien. Donc c'est le buzzword du mois de novembre 2018, c'est jeter un coup de fil. Pazou, t'es un peu coutumier de Battlefield ou pas du tout? Est-ce que ça t'inspire un petit peu ce Battlefield 5? En fait j'ai joué surtout à Battlefield 1942, Battlefield Modern Combat qui était sorti sur console, et aussi Battlefield 2 sur PC, mais après j'ai pas vraiment repris le jeu. J'avais fait Bad Company 1, le 2 aussi également, mais non je suis pas trop habitué à ça parce que j'ai plus trop le temps en fait de jouer en multijoueur, c'est pas trop ma tasse de thé on va dire. Et du coup bon, ça me donne envie quand même d'y jouer, de jeter un petit coup de fil comme tu dis, mais quand même voilà, de voir de temps en temps ce que ça peut faire, parce qu'effectivement peut-être que le mode, j'avais fait la bêta et c'était plutôt intéressant, et peut-être que le mode Battle Royale peut être intéressant. Faut voir, vraiment à voir. Ça a l'air super beau en tout cas. Oui, rien que la bêta était super alléchante. J'imagine le jeu complet va être beaucoup plus beau. Alors je veux pas engager sur un énorme segment, mais est-ce que DICE avait fait un peu polémique avec la présence notamment des femmes dans le conflit? Est-ce qu'ils prennent des libertés avec l'histoire pour permettre des situations un peu nouvelles, ou est-ce qu'ils marchent vraiment Pas dans le solo, puisque le solo on suit plusieurs escouades, là c'est assez fidèle entre guillemets, même s'il y en a un, notamment on joue une espèce d'espion britannique, enfin c'est un peu bizarre. Sinon après dans le champ de bataille c'est 50% de femmes, 50% d'hommes, ce qui n'est pas une réalité historique, mais moi qui à titre personnel ne me dérange pas non plus. L'impératif ludique prend le pas sur l'histoire, c'est ça le... Voilà. D'accord. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de background particulier qui explique ça, c'est juste comme ça, et puis si ça dérange, jouez pas à Battlefield 5 si vous avez un problème avec le fait qu'il y ait des femmes sur un champ de bataille. Vous pouvez quand même acheter l'édition de luxe, voilà, si vous, pour 20 € de plus vous avez un homme sur la pochette. Voilà. On enchaîne avec toi Cédric, du coup on part au pays des sorciers, mais on reste dans les années 30. Non, oui. Si. Je suis déjà perdu. Avec les crimes de Grindelwald. Oui, rien ne va plus pour les sorciers. Entre la destruction de New York au cours du précédent film et l'évasion du sorcier Grindelwald lors de son transfert pour l'Europe, ainsi que la montée de sa cote de popularité, le monde magique est face à une situation sans précédent. Le ministère de la Magie demande alors à Albus Dumbledore de stopper le mage noir, mais le futur directeur de Poudlard répond par la négative, préférant envoyer son ancien élève Norbert Dragono ou Newt Scamander en version originale.
Ce dernier va devoir alors contourner l'interdiction de sortir du pays qui lui a été collée aux fesses pour pouvoir se rendre à Paris, lieu où doivent se retrouver les mages alliés de Grindelwald, les aurores du monde entier dont l'américaine du premier volet Tina Goldstein, ainsi que le jeune croyance toujours à la recherche de sa vraie famille et qui semble être au centre de toutes les attentions. Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, c'est donc un film américain réalisé encore une fois par David Yates, scénarisé encore une fois par J.K. Rowling. Il est la continuité de l'univers étendu de la saga romanesque Harry Potter et la suite directe du premier film, Les Animaux Fantastiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que le public, du coup, est en terrain conquis avec ce film ? Oui, on peut le dire d'une certaine manière. Pour tous les habitués du Wizarding World, comme il est maintenant nommé, de J.K. Rowling, on ne sera pas perdu. Tous les poncifs de l'univers est là, les fans vont être contents. Le film tient une fois de plus toutes ses promesses visuelles. Il y a un lot de scènes assez intéressantes. On peut le voir dans le trailer, mine de rien. Il y a beaucoup de scènes visuellement qui claquent un petit peu. La ville de Paris, elle est remplie de plein de petits personnages en couleur, de nouveaux personnages, dont par exemple il y a un cirque de freak show où on trouve une jeune femme au nom familier de Nagini qui avait vaguement fait criser pas mal de fans à la sortie du trailer. C'est l'animateur de Taratata, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Oh là 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 là, la référence. Désolé. Mais même sans ça, le spectateur sera quand même heureux de retrouver les personnages du premier volet. Donc j'ai parlé de Newt Scamander et Tina Goldstein, mais n'oublions pas le moldu Jacob Kowalski qui avait beaucoup plu lors du dernier film, ainsi que sa copine télépathe Queenie. En revanche, le néophyte, celui qui n'a jamais vu un Harry Potter ou les Animaux Fantastiques, ou qui vient en simple spectateur sans se prendre trop une tête par rapport à l'immense univers qu'a créé J.K. Rowling, va vite être perdu entre les nombreux personnages, les nombreuses et multiples intrigues et les révélations à gogo. Le constat est simple. Si on n'est pas un Potterhead averti, le film sera un véritable chemin de croix tant il sera simple de se perdre dans cette histoire touffue. Donc beaucoup de choses. Tu parles d'histoire quand même, mais c'est Rowling qui assure le scénario, donc il y a quand même des éléments de continuité, mais même on peut rentrer dedans assez facilement. Effectivement, le fait que la personne à l'origine de l'histoire et de l'univers soit en charge d'un scénario, c'est souvent potentiellement une promesse de positif, mais pour moi c'est un des défauts majeurs du film. Rowling est une romancière, elle n'est pas scénariste et elle agit, quoi qu'on en dise, plutôt comme une romancière, et ce sont deux métiers très différents. On n'écrit pas un roman comme on écrit un film. Ce qui fait que le film a un rythme souvent maladroit où les scènes s'enchaînent sans leur donner une véritable cohérence et les personnages pop d'un lieu à l'autre de façon très elliptique, ce qui est très problématique. Rowling aurait, je pense, dû s'en tenir à écrire un récit, quitte à sortir une version en roman et donner une réécriture du scénario à un scénariste affirmé ou convaincu en tout cas. Mais en même temps, je veux dire, la présence de David Yates, réalisateur qui est confirmé quand même auprès de la saga Harry Potter, et le face-à-face tant attendu entre Johnny Depp et Jude Law, ça promet quand même quelque chose, ça peut être intéressant. Alors oui, l'un des rares points positifs vraiment surprenants, c'est les deux acteurs au casting. Malgré les histoires de mœurs autour de Johnny Depp qui sont ce qu'elles sont, on va pas revenir dessus, l'acteur livre selon moi l'une de ses meilleures prestations de ces dernières années. Alors on va me dire, c'est pas en même temps très difficile, mais il faut le tenter. Il apporte plus de subtilité à un personnage qui aurait très vite pu tourner à la caricature au demeurant de son look très Gestapo New Age de Fursac, quoi. Il n'est pas que maquillé cette fois. Oui, tout à fait, il est beaucoup plus subtil et intéressant. Idem, Jude Law incarne un jeune Dumbledore dont la prestance crève l'écran. Malheureusement, les acteurs ont si peu de temps de présence à l'antenne à l'écran que j'ai cru que c'était des guest stars plus qu'autre chose. D'accord. En revanche, pour moi, Yates, c'est pas rassurant du tout. C'est-à-dire que ce monsieur, il est là depuis le 5e Harry Potter, l'Ordre du Phénix. Oui, c'est ça. Il a fait maintenant 6 films pour Harry Potter. Il sait toujours pas filmer l'action. Les scènes d'action sont illisibles. Dès le début, on a l'échappatoire de Grindelwald, de la prison. C'est une scène d'action où on comprend pas. Les unités de temps et de lieu ne sont jamais respectées. Il y a zéro prise de risque, les choix de cadrage sont très faciles. Bref, pour paraphraser le très bon youtubeur Monsieur Bobine, David Yates, en bon réalisateur moyen qu'il est, coupe la poire en deux et livre un film correct, mais pas incroyable non plus. Donc en conclusion, pour moi, Fantastic Beasts 2 ou Les Crimes de Grindelwald, les Animaux Fantastiques tient plus d'un produit commercial que d'un film d'auteur et n'a pour principal but que d'entamer les festivités que devraient se poursuivre par 3 autres métrages qui vont se dérouler sur plus de 20 ans normalement. Sans être un supplice, le film ressemble finalement plus à un livre d'images mais devrait ravir les fans du sorcier ainsi que ceux en manque de blockbuster. Alors je regrette de ne pas avoir pu le voir avant l'émission d'aujourd'hui, mais est-ce que vous avez pu autour du plateau un petit peu vous frotter aux Animaux Fantastiques ou à ce deuxième opus ?
Alors, Jonathan ? moi, pas tellement. Par contre, j'avais une question et tu as commencé un petit peu à en parler. Tu évoquais une jeune femme du nom de Nagini. Est-ce que finalement, on commence à avoir le syndrome prélogie qui pointe ? Est-ce qu'on a de plus en plus d'éléments qui devraient arriver finalement Alors, faire arriver Harry oui et Potter non, tel qu'on parce qu'en connaît ? fait, le truc, ce que là où on peut pas lui reprocher, c'est que ce qu'elle écrit dans les Animaux Fantastiques, elle en parlait déjà quand même globalement dans les romans. Ça veut dire D'accord. que l'histoire de Grindelwald contre Dumbledore, c'est déjà dans les romans d'Harry Potter Oui, quelque oui. chose qui existait. Mhm. Et entre autres, on sait que pendant cette période-là, Dumbledore a rencontré Voldemort jeune enfant et qu'il l'a amené à Poudlard. Donc c'est des éléments un peu prélogistes, Ouais. comme tu dis, qui vont sûrement être amenés dans les prochains films. Mais c'est pas des trucs sortis du chapeau pour faire parler le fan. C'est une période choisie spécifiquement pour ça, quoi. Pazou ? Non, j'ai pas, j'ai pas grand chose à rajouter. Je veux juste placer une dédicace à Théo de Merugazu, du coup, qui est Potterhead d'Advertis. Je pense que lui, il va aller voir le film. Non, moi, ce que j'ai vu, c'est que la bande-annonce a l'air cool. Ça a l'air d'être pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé du coup les Harry Potter. Je vais voir. Du coup, ils sont sur Netflix en ce moment. Ouais. Je vais me faire un marathon au moins pour rattraper mon retard entre guillemets. Et non, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de produits dérivés des animaux fantastiques. Moi j'ai peur en fait que ce soit juste en fait le film soit un moyen de vendre en fait des produits dérivés et voilà et qui... C'est un peu la base, hein, quand Ouais, même, je c'est pense. ça, c'est Ça ça. serait du jamais vu. Et on en revient au MCU. J'ai peur en fait que le film il soit quand même pas top non plus, tu vois. Le film il est correct, hein, globalement. Moi je mets des critiques parce que je suis assez sévère sur ce genre d'univers et que Rowling m'a amené à mieux. Mais mes deux principaux défauts, c'est vraiment que Rowling écrive le scénario. Elle devrait juste faire une histoire et donner un scénariste, quoi. C'est ça. Dernière question avant de refermer ce segment, parce qu'il est déjà 40. On parlait des années 30 en introduction. On sait qu'il y a tout un sous-texte autour de Voldemort et de sa clique, et des Serpentards, et des Sandbourbes, et des Moldus, et tout ça. Est-ce que ce contexte offre une double lecture un peu des événements du film? Alors, la double lecture, elle est plus qu'évidente. Je ne spoil pas, mais il y a une scène où on fait carrément un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale avec certains sorciers. D'accord. Faut juste, c'est un peu plus subtil que ça et j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais Grindelwald, beaucoup de gens le comparent à une espèce de Voldemort 2.0. Alors déjà, chronologiquement, ce serait l'inverse. Mais ils ont pas la même vision exactement de ce que les Moldus devraient être. C'est-à-dire que là où Voldemort veut juste les annihiler, Grindelwald est plutôt un côté d'asservissement. Il y a un côté de les sorciers sont supérieurs, mais on a besoin de main d'œuvre, quoi. Ce qui n'est D'accord. pas exactement la même chose. On n'est pas non plus Plutôt Team Goulag que... Tout à fait, D'accord, voilà. ok, d'accord. C'est ça. Bon, on finit donc la case critique sur le mot Goulag. J'adore ça. Je vais te poser une petite question rapide, juste pour Très rapide, savoir Alexis. en termes de prélogie, est-ce qu'on a parlé de ça, est-ce qu'on est plus sur le Hobbit qui étire un truc à l'infini ou sur du Star Wars qui remet en contexte et qui finalement permet de créer quelque chose de global sur 6 films? Parce que j'ai pas vraiment aimé le premier, j'ai pas eu tant envie de voir le deuxième, et peut-être que c'est à voir pour une... On va pas voir le deuxième. En deux mots. Le deuxième est vraiment trop long, je pense. Il y a beaucoup trop d'infos partout. C'est vraiment un truc pour les fans de Potter. Ouais. Très bien, c'est donc là-dessus qu'on se quitte pour les critiques, avant de se retrouver pour le grand débat consacré aux 20 ans de Metal Gear Solid, partie 1, raconter la guerre, raconter le nucléaire, raconter tout ça. Et en parlant de nucléaire, on va s'écouter le thème d'introduction de Metal Gear Solid 3 et Alexis lève les 2 points. Ah oui, je suis content. A tout de C'est la suite. meilleure chanson. Et il s'en est passé des choses pendant cette pause musicale. Voilà, je sais pas si Elisa et Hortense ont capturé ces grands... Si, Allez mon sur Dieu. Instagram. Aïe, notre e-réputation est finie. Voilà. C'était évidemment Moi, je Harry l'avais pas, Gregson Williams et Cynthia Harrell qui nous chantent le générique de Snake Eater, Metal Gear Solid 3, donc qui trône devant Alexis. Le jeu de ton cœur, peut-être, je ne sais pas. Le 2, mais on va en Le parler. 2, on va en parler, très bien. J'aimerais juste rajouter la version. Il y a une version japonaise en fait de Snake Eater qui est chantée par Akiko Wanda. Du coup, c'est une jazzwoman très connue en fait au Japon qui a fait cette version de Snake Eater avec le jazzman alors Ibiko Hirano. Norihiko Ino. Norihiko Hirano, voilà. Et n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est vraiment dans Snake Eater mais en version jazz et c'est génial. Très bien, très bonne dédicace. Je propose... Non, on n'a pas le temps, désolé Cédric. Noré Bico, c'est juste bébé crevette à l'algue. Voilà. D'accord. D'accord. Bébé crevette à l'algue et on est parti pour le débat. Je devais avoir. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors les amis, 20 ans Metal Gear Solid, 98-2018, un auteur, Hideo Kojima, commençons peut-être par là. Qui est Hideo Kojima? Quelle est sa vision? D'où ça lui sort en fait, l'idée de sortir Metal Gear et Metal Gear Solid? Pazou.
Alors Hideo Kojima, comment dire, c'est déjà en fait un homme qui est fasciné par la guerre et par le nucléaire, notamment grâce à cause plutôt d'Hiroshima et Nagasaki. Donc c'est également quelqu'un qui est très très influencé par le cinéma. Donc c'est vraiment un passionné de cinéma, il le dit en plus souvent que son corps est constitué à 70% de films et ensuite de musique, de jeux vidéo. Et de la bouffe qu'il poste sur Twitter aussi. Exactement, ouais, c'est vrai que c'est un grand gourmet. Non, monsieur Hideo Kojima, oui, c'est surtout quelqu'un qui, à travers ses jeux, n'a pas cessé en fait de dénoncer la guerre sous toutes ses formes, que ce soit dans Phantom Pain, donc les bribes de la guerre civile et de la guerre en fait des enfants on peut voir soldats, ouais. avec les enfants soldats, mais également du coup la guerre au niveau comment dire pécunier, je veux dire, avec Metal Gear Solid 2, l'industrie voilà, de la au guerre. niveau de l'industrie de la guerre, et Metal Gear Solid 4 bien sûr. Donc c'est vraiment quelqu'un dont la guerre en fait et l'aspect militaire plane du coup sur sa saga Metal Gear Solid. Donc c'est effectivement c'est Metal Gear Solid. À chaque épisode, on va voir peut-être une approche thématique un peu différente de la notion même de guerre. Metal Gear Solid 1, donc c'est l'objet dont on fête les 20 ans aujourd'hui, c'est plutôt la guerre scientifique avec le transhumanisme, les nanotechnologies, le contrôle de l'organisme. Ouais, l'avancée scientifique, du coup, avec le personnage de Takon qui lui souhaite en fait faire avancer l'humanité avec ses créations. Lui, c'était juste un otaku qui était fan de robots géants, mecha, voilà, de mecha, et qui voulait faire ça et qui s'est fait manipuler entre guillemets et qui est amené en fait à créer une arme de destruction massive. C'est la foi en une énergie doublée d'une passion pour la pop culture qui crée un monstre en fait, qui est le Metal Gear. C'est ça. Peut-être, oui, Alexis, tu voulais Même prendre la plus parole. que ça, Kojima, c'est quelqu'un qui a toujours été très anticonformiste, qui a jamais voulu être normal, qui a toujours voulu être spécial. Quand il est arrivé chez Konami, il faisait des études d'économie, il voulait faire du cinéma, finalement il s'est rendu compte que ça marcherait pas. Il a rencontré chez Konami beaucoup de gens qui voulaient être artistes dans la musique ou ailleurs, mais qui n'ont jamais réussi. Et on lui a confié un premier projet à Kojima, dont le nom m'échappe là maintenant, mais qui... C'est Police Notes. Non, bien avant Metal Gear, premier du nom, qui n'a jamais abouti en fait. Alors que tous ses collègues ont réussi à pousser leur jeu, et là, chez Konami, ils lui ont dit, écoute Coco, maintenant c'est ta dernière chance, tu fais un jeu, ou sinon tu dégages. Et qu'est-ce qu'il fait au lieu de faire un truc un peu classique comme il en sortait des centaines à l'époque? Le mec il se dit, j'ai pris La Grande Évasion et Les Oies Sauvages et je vous fais Metal Gear, un nouveau style de jeu qui n'existe jamais. Et pour ça c'est impressionnant parce qu'il a jamais hésité à enfoncer des portes. Enfin, ce qu'il est en train de faire avec Death Stranding, le départ de... Sa vie est un roman à cet homme-là. Je pense qu'il se met beaucoup en scène, mais il veut surtout ne pas tomber dans une normalité qui l'empêcherait de créer des choses, des univers. Cédric? Non mais il a raison, Kojima ça a toujours été un showman, c'est un mec qui a tout de suite compris que le culte de sa personnalité devait passer par ses œuvres en fait, et qu'il y avait un truc qui se mélangeait très bien, ce qui fait que il a réussi un truc qui est que maintenant Metal Gear plus personne ne veut trop l'acheter parce qu'il est débouté de la saga et qu'en fait les gens voulaient que c'est son œuvre. En fait c'est un des rares mecs qui a réussi. Même Mario, on sait tous que c'est Miyamoto, mais on accepte tous de jouer à des nouveaux jeux Mario parce que c'est l'écurie Nintendo et on sait que Miyamoto est là derrière. Kojima c'est Metal Gear et maintenant ça va être Death Stranding, et c'est vraiment c'est l'un des rares réalisateurs de jeux vidéo d'auteur quoi. En fait il y a vraiment une continuité dans et mégalo aussi, parce que dans MGS5 à chaque mission il y a son nom partout tout le temps, Hideo Kojima. C'est du troll pour moi à ce niveau-là, je pense, vu comment ça se finissait avec eux, vu qu'ils l'ont carrément enlevé son nom de la jaquette, je pense que c'est un peu genre ah oui vous m'enlevez de la jaquette, bon bah tenez hop. Tu peux même le trouver dans le jeu. Tu peux même oui, le c'est trouver, vrai. dans Ground Zeroes également, également tu peux le recruter. Qui retire sa cagoule. Salut, c'est moi. Qu'est-ce qui t'a mis si longtemps? Mais du coup c'est assez intéressant parce qu'on voit que quand même il y a une pluralité non seulement de thématiques mais de traitements. Qu'est-ce qui définit selon vous peut-être le style de Kojima? Est-ce que c'est de la parodie? Est-ce que c'est du drame, de l'anticipation dans le traitement? De la parodie, moi non, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup d'humour quand même dans... Il y a beaucoup de références. L'humour c'est pas de la parodie, je pense que les gens ils ont toujours du mal à comprendre ça. Parodie, il y a quand même quelque chose d'un peu se moquer d'un drop, d'un cliché. Caricaturé. Pour le caricaturer. Kojima, quand il fait quelque chose, il y va à fond. Quand il fait par exemple le personnage de Fortune dans Metal Gear Solid 2, qui pourrait être un personnage assez ridicule, ou même de Vamp, enfin c'est des personnages un peu débiles. Si l'annonce de Vamp, un vampire dans un jeu d'infiltration. Mais Kojima, il croit à ses personnages et il leur donne une vraie saga. Et finalement, Fortune, le personnage un peu truc de la nana qui a la chance d'éviter les balles, machin.
espèce de médium psychique, elle a finalement un arc scénaristique qui est assez poignant et assez émouvant en fait. Donc il croit vraiment à ce qu'il écrit, hein. C'est juste que, comme n'importe quel japonais, enfin comme beaucoup d'artistes japonais, le fond ne prime pas sur la forme et vice versa. Ils se sentent pas bloqués par le fait que si tu racontes un western, tu dois forcément être très sérieux, machin. Tu peux très bien voir un truc très délire, mais être sérieux dans ta forme. Enfin, voilà. Ouais, et puis Jonathan. je trouve que c'est aussi un des réalisateurs, en tout cas, auteurs de jeux vidéo, qui arrive à créer des moments de jeux vidéo comme il y a des moments de cinéma. Alors là, c'est perso, mais c'est vrai que quand tu joues à MGS, que tu te souviens pas seulement des combats de boss, mais aussi de certains moments avec le fait de pouvoir intercaler la musique ou avoir une musique bien particulière à un certain moment pour produire l'effet que tu veux. C'est mine de rien, tu disais 20 ans, mais c'est vrai que si on revient en 1998, on parle souvent de Kojima comme un de ceux qui justement a voulu mettre ça en avant et pas juste les cinématiques par exemple de FF7 qui avait beaucoup marqué aussi, mais qui étaient différentes de ce que tu avais dans le jeu quand tu jouais, quoi. C'est vrai que là, avec ce qu'il avait dès le départ, dès que tu rentres dans le tout début de la base de MGS1, tu te rends compte que tu es dans un truc qui va te faire de la mise en scène cinématographique dans le jeu. Après il y a en plus tout le jeu, tout ce qui se passe, mais il y a ça. Et alors tu touches du doigt quelque chose d'assez intéressant. J'en profite pour dire que Phenom, peut-être qu'on est plus dans le pastiche plutôt que la parodie par rapport à ce que tu disais. Je sais pas si c'est plus juste comme terme, mais par rapport à ce que tu disais justement, créer des moments de jeu comme on crée des moments de cinéma, on a souvent dit que Kojima était un cinéaste raté du fait qu'il digérait énormément d'influences tirées du cinéma et qu'il les calquait dans le jeu vidéo, ou en tout cas qu'il les réintégrait dans le médium. Toi t'es pas d'accord, Pazou? Non, je suis pas d'accord. Je pense vraiment que c'est pour le coup Hideo Kojima, tout ce qu'il pourrait faire en fait dans le jeu vidéo, il peut le faire que dans le jeu vidéo. Je pense notamment à Metal Gear Solid le premier, le coup de la manette du coup avec c'est juste impossible à faire dans le jeu vidéo, ou même le plot twist de Phantom Pain. C'est juste impossible à faire, mais c'est juste le média, le jeu vidéo qui te permet en fait de faire cela. Je vais pas spoiler pour les personnes qui n'ont pas fait. T'as raison, c'est le concept de spécificité du média. C'est un des premiers qui s'est dit le jeu vidéo, quelles sont les spécificités de ce médium-là, plus que le son et l'image, parce que le son et l'image, plusieurs médias le possèdent, le cinéma et ça. Donc là, il a raison. C'est l'interactivité, la connectivité, le lien direct avec un joueur et le fait que le joueur doive s'impliquer émotionnellement par le gameplay ou même par le hardplay, dans le sens qu'effectivement changer les manettes, ce genre de choses. C'est un truc, et c'est le premier à avoir pensé à ce genre de choses en fait. T'avais pas avant ce délire un peu, on appelle ça du méta, mais pour moi c'est même pas du méta, c'est qu'il a compris l'art vidéoludique, qu'est-ce que ça devait être. Chez Konami, excuse-moi. Alors chez Konami, on a aussi du coup Akira Yamaoka qui avait bossé du coup sur Silent Hill, qui avait exactement, qu'il avait compris, il a même donc je sais plus, c'est une très très vieille interview que j'avais trouvée parce que je suis en train de petit teaser. Donc la prochaine Soundtrack du dimanche, ça sera sur un jeu où Akira Yamaoka a fait la bande son, donc très bien, vous devinez. Alors du coup en fait Akira Yamaoka avait dit pareil chez Konami, il a eu cette discussion un peu comme Kojima, voilà, tu dois faire en fait un jeu vidéo, tu dois produire le son, sound design et musique d'un jeu vidéo, et ça doit fonctionner. Donc il s'est dit la même chose, voilà, dans le jeu vidéo en fait je peux faire des choses que je peux pas faire en fait dans les autres médias, et c'est juste trop bien. Et Kojima en fait a exactement eu en fait la même approche. Je peux me permettre de faire des choses dans le jeu vidéo que je peux absolument pas faire dans aucun autre média. Et d'ailleurs il n'a pas attendu Metal Gear pour ça. Et même sur Snatcher, si je dis pas de bêtises, on devait monter le volume sonore en fait, on trouve une bombe, on devait monter le volume sonore parce qu'on entendait un petit clic, le joueur, donc IRL si je peux dire, monter le volume de la télé jusqu'à qu'après ça fait un jumpscare et que ça explose quoi. Voilà. Mais il y a plein de choses comme ça, et Kojima est vraiment friand justement de toutes ces références cinématographiques, mais également de toutes ces choses qu'on ne peut faire que dans le jeu vidéo en fait. Et on va pas lister tout ce qu'on peut faire, mais moi je pense juste à Code Veronica tout simplement. Le concept de Code Veronica, ou petit spoil pour ceux qui n'avaient pas fait, mais à la fin il faut taper Code Veronica. Et le Code Veronica dans Resident Evil, Code Veronica. Ah oui, dans Resident Evil. Là on parle de non mais autre chose. Non mais on parlait de tout ce qui était par rapport au gameplay. Rien que MGS2, le twist qu'il y a assez vite dans le jeu, c'est quand même assez. Enfin, tu pourrais le faire techniquement au cinéma aussi, mais ça a vraiment de poids que là, quoi. Enfin, je pense que le fait que ce soit un jeu vidéo, parce que tu as le contrôle sur les événements, effectivement. Mini spoil, MGS2, si vous voulez gagner MGS2, n'arrêtez d'y jouer.
tout simplement. Voilà. Voilà. Alors que ça, si tu veux gagner le film, non, t'es obligé de le regarder. Alors que si tu veux gagner MGS2, on te le dit, à un moment, sans spoiler, c'est un peu difficile, mais voilà, à un moment, on te le dit. Arrête de jouer. Si tu veux gagner, arrête de jouer. Arrête, tu vois. Et après, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais c'est vrai que le coup de MGS2, c'est vraiment bien trouvé. Enfin. On parlera peut-être davantage de cette dimension-là d'MGS2 la semaine prochaine. Du coup, je veux pas. Voilà, désolé. Hein. Mais on a Pseudoless sur le chat qui nous dit effectivement que Kojima c'est un game designer. Point. Game designer fan de Sinoche. Soit, mais game designer avant tout, avec qu'on peut lire avec l'accent du gendarme, évidemment. Alexis. En fait, quand je regarde de MGS5 par exemple, en termes de référence et d'où il va chercher, je vois du 1984, je vois du Moby Dick, je vois du Terminator, et je vois pas d'autres jeux qui pourraient brasser tant de choses si différentes et en sortir quelque chose d'à la fois aussi indigeste et digeste, parce que une fois qu'on a fini MGS5 on peut se mettre, on dit genre ok là j'ai fait un truc quand même, et on a plein de références qui nous viennent. Qui d'autre peut arriver à faire ça? La manière dont il brise le quatrième mur aussi, parce que finalement c'est ça dont on parlait tout à l'heure. J'ai pas d'autres exemples de quelqu'un, donc certes c'est un game designer mais très spécifique, encore une fois il fait tout différemment tout le temps. C'est un auteur pour moi, c'est ce que on disait tout à l'heure. C'est vraiment un auteur. Il a un style, il a une patte que personne n'arrive à imiter. Et c'est un des seuls qui a le poids, de par son nom, d'imposer ce qu'il veut vraiment comme idée en fait. On peut peut-être aborder le dernier point de cette première moitié de débat. Metal Gear Solid, c'est quand même une série qui fonctionne parce qu'elle s'ancre dans un certain imaginaire historique. Que ce soit dans le premier, c'est plutôt le premier et le deuxième, c'est plutôt de l'anticipation. Et à partir du troisième, on voit qu'on entre tout de suite dans les années 60, puis 70 avec Portable Ops et le deuxième, j'ai oublié son nom, Peace Walker. Puis les années 80 avec le cinquième dont tu parlais à l'instant. En quoi ça fait sens pourquoi choisir des époques aussi différentes pour aborder la question quand même la question qui est centrale, c'est la question de la guerre et de la peur du nucléaire en fait. Pourquoi ça fait sens de prendre autant d'époques différentes? Parce que la problématique par rapport au nucléaire est un peu différente aussi à chacune de ces époques. Tu vois pas la question du nucléaire qui est vraiment un danger très très menaçant dans les années 60 qui est la même dans les années 80 par exemple, et une fois que tu passes dans un contexte hors guerre froide, il y a de nouveau une problématique différente. Au départ, tu as peur qu'il y ait deux camps qui détruisent le monde entier. Ensuite, tu crains qu'il y ait tel pays qui puisse acquérir l'arme nucléaire. C'est ce qui fait que, selon l'époque, tu peux avoir des problématiques différentes. Et puis, de toute manière, avec le nucléaire en général, il y a la question non seulement des armes que tu peux avoir, mais aussi des technologies que tu peux développer. Et il y a toujours cette question-là. Tu parlais du progrès scientifique. Il y a aussi le fait qu'on trouve des applications toujours différentes en tant que source d'énergie, mais pas que. Évidemment. J'ai une question sur le chat. Naizeb ou Nalzeb qui pose la question: Portable Ops n'est pas canon vu que Kojima n'a pas bossé dessus. Alors si, il avait bossé dessus, mais en fait il l'a un peu déshérité. Enfin, il était producteur du coup sur Portable Ops. Il a un peu déshérité parce qu'il justement il voulait recentrer sa saga en fait sur une autre approche, parce que Portable Ops c'est vraiment la suite directe de MGS3. Il y a des choses, voilà, on retrouve le colonel Ron Campbell, on rencontre le personnage de Null qui va devenir du coup Frank Jagger. Et ça reste quand même un épisode assez important, mais effectivement c'est vrai que Peace Walker va un peu plus loin justement dans la question du nucléaire, dans la question sur l'existence de soi, de l'existence des questions existentielles de Big Boss justement, qui se pensait, enfin comment suivre du coup les pensées de The Boss, son mentor, qui est morte, enfin qui l'a assassiné à la fin de MGS3. Et là, je pense que là, tout le monde le sait. On a vu la scène qui était là. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a pas mal de spoil derrière. C'est ça, mais ouais, voilà. De toute façon, c'est sa mission principale. On le sait, on le sait depuis le départ. Enfin, bref. Ouais, non, mais évidemment. Mais effectivement, non, il reste quand même assez important, Portable Ops. Mais tu disais justement, c'est intéressant de parler du personnage de Big Boss, et ce sera peut-être le point final de cette première partie. C'est toujours intéressant de voir chez Kojima cette espèce d'adéquation entre la définition d'un personnage et la définition du destin que ce personnage porte à l'échelle de la société, quoi. On est dans l'épopée pure et simple, mais sans ce côté cosmique. C'est une épopée très très politique, avec le personnage de Big Boss qui porte une vision d'un monde uni, débarrassé de l'antagonisme entre les deux blocs, mais en même temps qui veut créer une nouvelle nation. Enfin voilà, je te laisse définir ça plus précisément, parce que j'ai pas forcément les meilleurs termes pour définir ça, mais moi non plus, je pense pas. Mais personne ne sait ce que Big Boss voulait finalement. On sait pas exactement ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était surtout en fait apporter une idéologie d'unification, et de par comment dire,
une mésentente entre du coup deux protagonistes principaux de la saga, là en fait vient du coup deux visions de Big Boss, donc une vision plutôt communiste, on va dire, vraiment, mais pour grossir le trait, et une autre capitaliste, où là, on reconnaît du coup le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est intéressant parce que à la base, on est là en fait pour jouer à un jeu vidéo d'action, d'infiltration, comme tu l'as dit, c'était lui qui a inventé le genre d'infiltration. On va pas à l'action, on nous invite justement à se cacher, à éviter le combat le plus possible. Pac-Man avec des flingues, disait Pipo Mantis dans Retro Dash. C'est vrai que c'est possible. Et du coup, en fait, on s'amène du coup à penser à des terres, à des choses vraiment qui nous dépassent. On ne pensait pas en fait penser à cela quand on veut jouer en fait juste à un jeu vidéo. On commence à penser à la question du nucléaire dans le monde, à les différentes idéologies exactement dans le monde. À la fin de MGS2, est-ce que le système de la communication, est-ce que c'est ça la vraie guerre en ce moment? C'est vrai que MGS2 est sorti en 2001 et il a prédit le monde qu'on est. Il a prédit le post-11 septembre alors qu'il a été fini d'écrire en 99, je crois. Ouais, le jeu était écrit avant le 11 septembre et il te prédit la guerre contre le terrorisme qui est née avec le 11 septembre. C'est très très dérangeant comme tension dans vraiment, dans le jeu. Vraiment, ouais. C'est vraiment une série qui est vraiment à part dans le milieu de vidéoludique. Et dans l'imaginaire pop culturel aussi. On abordera davantage la dimension charnière qu'a été Metal Gear à l'échelle plus globale de la pop culture dans la deuxième moitié du débat. Je vous remercie pour cette première moitié. On va s'écouter tout de suite Michael Field Nuclear et ce sera l'original, ce ne sera pas le remix de Steve Wagoner. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, et il s'est toujours passé beaucoup de choses. Il se passe faudrait mettre une caméra en régie pour qu'on puisse voir PJ. Quand il danse, ouais, c'est assez fantastique, effectivement. Il se passe des choses pendant les pauses musicales aujourd'hui, c'est assez intéressant. On va pas perdre de temps parce qu'il est déjà 18h07. On a interviewé Tony Fortin. Chargé de recherche donc à l'Observatoire de l'armement. Il étudie notamment l'implication de la France dans les conflits au Yémen, en ce moment notamment, et sur les ventes d'armes, le marché de l'armement français. Et il enseigne également le jeu vidéo à Lyon. Donc c'était plutôt intéressant d'échanger avec lui sur les questions liées à Metal Gear Solid. On l'écoute tout de suite. Tony Fortin, bonjour. Bonjour. À travers Metal Gear Solid, quel regard porte Kojima sur la guerre ? Alors, il y a une vision absolument critique qui émerge de la vision de Hideo Kojima. Alors, c'est spécifique effectivement, on voit bien au Japon, qui est marqué évidemment par toute l'histoire autour de la bombe nucléaire. Du coup, tu as à la fois une méfiance vis-à-vis effectivement de la bombe nucléaire qui ressurgit dans les Metal Gear Solid, avec cette idée qu'il y a un complexe militaro-industriel symbolisé par les patriotes qui développent des trucs en secret et dont l'information ne filtre pas auprès des citoyens. Et ça, c'est franchement une vision qui se différencie de l'approche occidentale où on incarne un soldat qui est au service de valeurs, qui serait défendu au nom de tous et pas au nom de quelques-uns qui maîtrisent ce complexe militaro-industriel. Donc on voit bien en fait les limites au militarisme dans les jeux de Kojima, alors que en Occident on a tendance à valoriser ça comme la réponse à tous les problèmes qu'on voit même dans The Division, où il faut passer par une milice paramilitaire pour résoudre les troubles d'une société. On résout les problèmes de désordre, pas plus de violence, et ça c'est quelque chose qui se différencie de l'approche un peu plus humaniste japonaise. On peut aussi faire référence au jeu de Suda 51 Killer 7, où là encore on a clairement un pays, le Japon, qui est aux prises avec des événements géopolitiques qui le dépassent et avec des guerres qui se préparent et dans lequel il est effectivement toujours relégué au rang de victime de tous ces complots internationaux. Tu l'as dit, Metal Gear Solid est pétri d'influence occidentale. Pour autant, est-ce que ces origines japonaises vont pas nous permettre de prendre du recul sur nos repères culturels ? Oui, clairement. D'ailleurs, il y a une réflexion sur la position du joueur. Le jeu vidéo fait partie de la société et est né d'ailleurs dans ce complexe militaire. Space War est un petit logiciel qui a servi à mesurer la puissance des calculs des ordinateurs dans le contexte de la course à l'espace avec l'URSS et
la course, la compétition nucléaire. Le jeu vidéo est vraiment né dans le complexe militaro-industriel américain et n'a pas réussi à s'en détacher parce qu'il y a aujourd'hui un développement des jeux de guerre et d'une certaine façon par cette scène, Kojima nous renvoie à cette histoire et il nous pousse à nous distancer de cette culture assez militaire du jeu vidéo qui conduit à répéter toujours les mêmes représentations. Justement, tu parles de représentation des conflits. Est-ce que Metal Gear Solid, 20 ans après, ne les a pas fait évoluer ? Alors Metal Gear Solid a introduit un précédent, c'est vrai, mais qui n'a pas réussi quand même à essaimer dans énormément de jeux vidéo. Alors il y a le jeu vidéo indépendant qui effectivement développe un imaginaire critique par rapport au pouvoir, mais là encore ça découle pas forcément de Kojima. The Witcher 3 aussi propose un imaginaire critique par rapport à la guerre. On voit effectivement un monde qui est fragmenté, qui se disloque par une guerre qui dure depuis des centaines d'années, et tout ça c'est le reflet davantage que d'une histoire partagée qui serait celle des idéaux pacifistes ou d'une vision mondiale critique contre la guerre, parce que la Pologne a été marquée très durablement par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale qui s'est pas arrêtée à la libération de la Pologne par les soviétiques. Donc on voit bien comment cet imaginaire troublé lié à la guerre qui est spécifique à la Pologne résonne à travers le jeu vidéo, à travers des œuvres comme This War of Mine, comme The Witcher 3. Donc il y a quand même aujourd'hui peut-être plus d'avantages aujourd'hui du fait de la réflexion plus profonde sur la place de la narration dans le jeu vidéo, des histoires plus complexes et forcément des mondes qui sont eux-mêmes plus complexes et d'une certaine façon introduisent une forme de recul vis-à-vis de thématiques qui sont promues par les médias telles que la guerre contre le terrorisme. Sur un plan peut-être plus politique, nous sommes en 2018. Est-ce que l'anticipation de Metal Gear est toujours pertinente aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a cette idée aujourd'hui, on a le recours à la force qui s'impose et qui, dans les relations internationales, qui devient toujours plus important. On voit bien comment la solution militaire est présentée comme l'unique solution possible. Évidemment, dès lors, il y a tout un appareil de justification qui servent à cautionner les guerres actuelles, où on dit que c'est la guerre contre le terrorisme, alors qu'il y a des causes sociales, des causes liées aussi à la colonisation. Et évidemment, aujourd'hui, le jeu vidéo japonais, en tout cas Kojima, il introduit cette prise de recul qui est nécessaire, même si cette prise de recul est aussi ambiguë parce que il y a un ennemi qui est le pouvoir, et le pouvoir est un petit peu un vague nébuleux. C'est le reflet évidemment de l'opacité du secteur de la défense, du complexe militaro-industriel, mais c'est aussi le reflet également du manque de mobilisation politique qui pousse à peut-être rallier un imaginaire complotiste plutôt que structuré par des mouvements sociaux, des réponses concrètes apportées par les citoyens. Ouais. Tu disais ouais. J'étais bien d'accord sur les paroles de Tony Fortin tout au long de l'interview, et même sur la fin effectivement on peut se poser cette question un peu d'une solution un peu facile du complotisme et tout ça, mais voilà. Justement, on peut aborder peut-être le bilan en demi-teinte, parce qu'il y a un premier volet qui me paraît important dans l'intervention de Tony Fortin, c'était l'héritage limité de Metal Gear Solid. Selon lui, ça a disséminé des tas d'influences mais qui n'ont pas été suffisamment digérées, et peut-être qu'on est un peu trop passif face à ce que... Tu regardes Candy Crush, moi je trouve ça très bien digéré son influence Metal Gear. Très bien, voilà, Cédric, non. Non, mais voilà, en gros, qu'est-ce qui... Pourtant, on considère quand même que Metal Gear Solid, c'est une grande charnière à l'échelle de la pop culture, notamment sur l'imaginaire nucléaire. Il y a énormément de choses, les super-héros dans les années 60, Astro Boy, peut-être, Alexis, il me semble que tu avais préparé quelque chose là-dessus. Non, mais c'est plus par rapport au nucléaire en soi, de ce que ça dit de l'humanité, ce que ça dit de la pop culture, et comment est-ce que, à mon sens, il y a un penseur qui s'appelle Gunther Anders, qui était le premier mari de Hannah Arendt, qui parle de la disparité prométhéenne. En fait, lui, il dit que la peur n'est pas à la hauteur de ce que les autres facultés sont capables de produire. Et en fait, notre tâche, c'est de développer l'imagination morale. Donc il a fallu, comme pour le sport, faire des exercices d'étirement de l'imagination pour la question de la bombe, et pour qu'elle puisse investir d'autres sphères de la pensée, autres que philosophiques ou scientifiques. Et c'est ce que la pop culture, il n'y a que la pop culture qui a réussi à le faire, à travers plein de choses, notamment Metal Gear, Akira dont on fête les 30 ans. On fête les 30 ans, et c'est grâce aussi à des écrivains comme Philippe Cadic et tout ça, ça nous a permis de comprendre aussi notre part d'inhumanité dans la question nucléaire, qui finalement, la question nucléaire n'est que... c'est une représentation moderne du Babylone, de tous ces mythes de la fin du monde. Mais aujourd'hui, en fait, de la pop culture, on parle très très bien.
Ouais, effectivement, bah, peut-être Akira, le mot a été lâché, donc le Blu-ray est posé juste en face de toi. Donc voilà, tu peux peut-être nous en parler un peu Cédric. Akira, c'est quand même une œuvre matricielle. Ouais, carrément. Non, mais il l'a dit, Akira, il y a un traitement de la bombe, c'est ce qui avait beaucoup marqué à l'époque, parce qu'il y avait une représentation très brute d'une espèce de. C'était un nouveau type de post-apo en fait. Akira, quand c'est débarqué, il y avait déjà tout ce qui était les Mad Max et ce genre de choses, mais. Dans Akira, tu as ce qui est intéressant, en fait, le plus intéressant pour moi d'Akira, si on peut le rapprocher de Metal Gear, c'est qu'ils ont un traitement similaire du grand, donc le nucléaire, la bombe et ça, et des petits, c'est-à-dire les héros en fait. Un truc assez intéressant dans Akira, c'est que tu suis au final l'histoire de Kaneda qui veut plus que sauver le monde, il veut sauver son ami Tetsuo qui a été endoctriné par cette espèce d'énergie de l'atome et qui a dépassé un point de non-retour en fait. Et même jusqu'à la fin, il tente de le sauver. Et ce qui est intéressant, un des trucs que j'aime bien dans Metal Gear, c'est la petite histoire, c'est le fait que, ok, il y a eu des grands bouleversements, il y a les Metal Gear et machin, mais tu suis quand même l'histoire de Snake, de son père, Big Boss, et tu vois en fait que c'est l'histoire de gens à peu près simples qui ont eu une destinée plus grande que ce qu'ils n'auraient peut-être voulu. Et donc il y a une espèce de mélancolie dans ces deux œuvres, je trouve, que mine de rien, tu retrouves dans beaucoup de pop culture. En fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que Metal Gear a pas infusé comme on le pense de façon très primaire qu'il n'a pas quand même des particularités qui lui sont propres. Je trouve que par exemple le côté un peu des héros dépressifs et désabusés d'un monde mais qui tentent quand même de le sauver, il y a un truc qui vient un peu de Metal Gear pour moi, de ce genre de héros. Après ça emprunte aussi pas mal à Snake Plissken bien sûr. De John Carpenter par exemple. Bien sûr, mais je pense que maintenant malheureusement les gens connaissent plus Metal Gear que Carpenter. Mais bon, nous n'avons pas encore suffisamment travaillé ce dossier, un jour peut-être. Et puis, oui, Jonathan. De rien, les Metal Gear Solid, de loin en tout cas superficiellement, ça a l'air d'être des jeux de guerre, sans être conventionnel, mais disons qu'ils ont pas, on voit pas de loin l'aspect justement critique sur le militaire, sur le paramilitaire et tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que c'est une fois quand on a joué au jeu, une fois qu'on en a justement pu embrasser un petit peu tout ce qu'il y a, qu'on voit ça. Donc c'est vrai que le souci entre guillemets, c'est que les thèmes sont très les thèmes ont été déjà diffusés à part autre chose que autre chose que Metal Gear Solid, mais c'est vrai que le traitement il prend quand même du temps. Alors il est lourd, voilà, il est lourd quand même, donc c'est vrai que là-dessus c'est peut-être pas sur le traitement qu'il faut essayer de chercher, c'est peut-être sur effectivement les thèmes que ça recouvre qu'il a convoyé. Et puis mais alors je sais pas, est-ce que par exemple on peut dire qu'un Spec Ops The Line est influencé ou pas, je sais pas, là honnêtement j'ai pas la réponse, je pose la question. Ça va plutôt chercher du côté de Coppola pour le coup, Spec Ops, je pense. Enfin, je pensais à Apocalypse Now, mais ouais, mais non, mais je pense qu'il a raison. Spec Ops The Line, on sent quand même l'influence directe de Kojima qu'il a digéré et qu'il a retransmis d'une nouvelle manière. Surtout dans l'idée de voir les effets de ce que le joueur fait. C'est ça, exactement. Moi, c'est ça que je pensais. Parce que oui, pour moi, c'est un truc que Kojima aurait très bien. Là non plus, je ne veux pas spoiler, mais si vous jouez, vous verrez que il y a un moment, on prend conscience de quelque chose. Et là aussi, je pense qu'il n'y a que ce médium-là qui peut le faire comprendre de cette manière-là. C'est toi-même qui est responsable de ce qui se passe. Même GM5, il y a un petit peu la même chose aussi, je vais pas non plus spoiler, mais quand on doit nettoyer, ça, moi, je pense que c'est un des moments assez forts, je vais m'en souvenir longtemps parce que j'étais pas bien du tout, quoi. C'est assez atroce, effectivement, ce moment-là. Mais on en parlait en antenne, Pazou, là on a posé la question effectivement de comment l'humanité, comment tu poses la question avec le nucléaire, comment est-ce que ça se télescope avec une façon de décrire la fin de l'humanité au sens ce qu'elle est appelée à faire, mais aussi peut-être sa fin tout court. La question de comment les héros portent ces enjeux-là, avec des enjeux intimes et en même temps des enjeux plus grands, plus politiques. La figure du soldat dans Metal Gear, c'est ultra important là-dessus, parce que le soldat, c'est celui qui porte le fardeau de quelque chose de plus grand que lui, qu'il n'a pas forcément choisi de porter d'ailleurs. Qui n'a pas forcément choisi de porter et qui justement il peut en fait ne pas avoir. On questionne en fait, Metal Gear Solid aussi il questionne le libre arbitre entre guillemets. Donc il faut pas le voir, je pense, à mon sens, juste c'est des soldats du coup qui décident en fait justement de ne plus être des soldats et de penser par eux-mêmes. Faut aussi aller plus loin. Je pense que comme il est japonais, c'est aussi en fait des pressions sociétales qui s'exercent du coup
au Japon sur les individus. Et voilà, jouer en fait à Metal Gear, ça peut donner aussi des idées à des personnes. Bah non, j'ai envie d'entreprendre du coup ma vie. Voilà, lui, il était prédestiné à des études d'économie. Ben, finalement, il est en train il fait des jeux vidéo quoi. Et il a pris en main sa vie entre guillemets. Et t'as un parallèle encore plus gros face à ça, c'est le simple fait que Snake, c'est le clone d'une autre personne qui n'a pas de géniteur. Donc en fait, t'as la question de est-ce que l'enfant doit refaire les mêmes erreurs ou les mêmes choses que son père. C'est un truc qui est très lié aussi à la culture. Qui est très lié, qui est très lié à la culture japonaise. Exactement. Si le père a dit tu feras ça, donc intrinsèquement étant le clone, il devrait continuer. Parce qu'en tout cas, il a été créé dans le but de continuer et en même temps, la rupture de la filiation, je dirais biologique, étant donné que là, c'est rendu possible par la technique, ça rend possible aussi la rupture avec certains modèles précédents. Et c'est là que les personnages peuvent peut-être ouvrir vers autre chose. Je pense notamment à Metal Gear Solid 2 dans la timeline, l'ONG Philanthropie que Snake crée après Metal Gear Solid 1. Voilà la possibilité c'est peut-être le Wikileaks avant l'heure, j'en sais rien. C'est un peu ça. C'est un peu ça quelque part. Dans l'idée, c'est impressionnant parce que c'est un peu ça. Et puis Snowden, c'est Otakon en fait. On peut faire le parallèle, pour le coup, c'est un énorme otaku. C'était un champion régional de Tekken 3. Il avait un site de fanart et d'artbook, de manga, et de trucs comme ça. Voilà, je casse un peu mon mémoire, mais désolé, mais j'ai écrit une page là-dessus dans mon mémoire. Vous la retrouvez sur Twitter si vous cherchez un petit peu. Non, Snowden, si c'est pas un enfant de Metal Gear, ça, je sais pas ce que c'est. Mais t'as raison sur un truc qui est clair et net, c'est que dans les deux cas, tes personnages en fait sont des personnages qui sont pris dans un raz-de-marée d'infos, d'élan de guerre qui les dépasse, et en fait ils avaient une ambition plus modeste de ce qu'ils voulaient faire. En fait, dans les deux cas, Snowden il pensait aider son peuple, il se rend compte que finalement ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va plus loin que simplement aider. Il y a un truc de liberté individuelle qui est très espacé. Dans le cas des personnages de Metal Gear, c'est souvent ça en fait. Peut-être qu'effectivement Snake tente une solution en disant moi je resterai un soldat, mais une espèce de casque bleu avec son espèce d'ONG. Raiden surtout peut-être. Raiden bien sûr, non mais tout à fait. Encore peut-être plus même que Snake. On peut peut-être parler de Raiden un tout petit peu, non ? On a beaucoup parlé de Snake là. Oui, alors après je sais pas le problème c'est qu'après on entre dans des spoilers assez. Oui, non, effectivement. Bon, ce sera la semaine prochaine. Rien que le fait de parler de Raiden. Conclusion par rapport à cette Raiden. Cédric. Et peut-être dans MGS. Pardon, juste pour. Alexis. Plus Raiden de MGS4 que de MGS2 d'ailleurs, qui par ses choix, son identité, son libre arbitre donne beaucoup de leçons. Je suis pas d'accord avec toi parce que même Raiden de MGS2, je vais pas expliquer vraiment qui est Raiden, mais si vous jouez au jeu, vous allez comprendre qui il est. Il incarne un peu, du coup, c'est cet aspect qui est un peu blanc, un peu vierge justement. Il a les cheveux longs, mi-longs, blancs. C'est vraiment en fait une page vierge où justement exactement. Un nouveau chapitre. Non, ou même où le joueur peut s'identifier en fait directement avec lui. Et en fait, on passe en fait c'est difficile d'en parler sans trop t'en dire, mais on passe en fait de mentor à disciple, c'est ça. C'était l'idée du 2. L'idée du 2, c'était effectivement qu'il soit très une passation de pouvoir et aussi une passation d'informations. Justement, je trouve que ce que tu dis, ça donne encore plus de poids à ce que dit Alexis, parce que quand tu vois le personnage dans le 2 et dans le 4, non mais c'est vrai, tu vois l'évolution, c'est-à-dire que quand tu quittes le personnage dans la fin du 2 où globalement t'as le soleil levant, l'avenir est ouvert devant lui, tous les choix sont possibles, on voit ce qu'il est devenu dans le 4, ça forcément ça t'impacte beaucoup par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie, quoi. Mais il redevient un personnage en fait, tout simplement. Et voilà. Et maintenant, tout ce qu'on peut dire moi sur le 4, pour finir un truc sur le 4, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au final il n'y a pas spécialement de méchants. Si tu réfléchis bien, en fait, beaucoup de personnages, même les grands méchants qu'on te montre, les grandes entités à battre, ne sont pas spécialement, et le vrai méchant, c'est une espèce de truc anonyme, un peu surpuissant qui dépasse tout le monde, quoi. C'est totalement intangible. Le vrai méchant est totalement intangible. Comme chez Carpenter. Et quand forcément, quand on arrive à son conclusion, on n'a pas l'impression d'avoir gagné. Est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, on ne sait pas. Voilà. Jonathan ? Ouais, alors moi c'est peut-être quelque chose d'un peu pessimiste surtout à la fin, mais c'est vrai que je pensais notamment à MGS5 et au fait que si jamais tous les joueurs désarment les armes nucléaires, il se passe quelque chose, et je pensais aussi un peu en contrepoint à ce qui se passait dans Fallout récent où il y avait un petit peu l'inverse. J'ai peur que ce message-là se soit, je sais pas, dilué ou perdu, mais en tout cas qu'il ait du mal à passer et que finalement le message de Kojima il se perd dans finalement une peur de l'atome qui a l'air de cette
être finalement effacé actuellement, où j'ai l'impression qu'on n'y a plus cette peur-là, il y a plus cette sensation, cette conscience en tout cas peut-être globalement des dangers ou des conséquences qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que... Après, est-ce que la définition de la fin du monde n'a pas... Alors là je pars un peu loin, mais est-ce que notre définition de la fin du monde n'a pas changé vers quelque chose de plus environnemental C'est ça. et de plus cosmique et qui ne dépend pas uniquement de la technique. C'est-à-dire que c'est pas l'apocalypse ne va pas venir des hommes, mais elle va venir d'un écosystème dans lequel on vit et qu'on a malmené pendant un moment et que ça va s'imposer à nous, qu'on le veuille ou non. Il y a Donc, un exemple très simple à ça, c'est le Godzilla, le Shin Godzilla. Shin Godzilla, évidemment. Godzilla, Shin Godzilla qui est une créature née du nucléaire, mais qui incarne une espèce d'ordre cosmique supérieur qui va s'imposer aux hommes et qui va nous tout rappeler raser notre- pour tout reconstruire en plus, ils le disent clairement dans Shin Godzilla. Mm. Il y a vraiment Ouais, cette idée globalement, ça, cette idée-là était l'idée surtout que il sera là, même s'il n'est plus là, il restera là tangent, Voilà. la menace sera toujours présente. C'est ça. quoi. Donc il y a un truc très un peu Cosmique, ouais. un peu cosmique, mais un peu pessimiste. Effectivement, il y a quelque chose de très bon. Voilà. mais du coup, est-ce que ça répond pas finalement peut-être aux interrogations qu'on formule sur Death Stranding et là je lance dans un point un peu plus prospectif, mais je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin du numéro. Mais est-ce que finalement cette dimension plus environnementale, cosmique, organique se trouvera pas dans Death Stranding finalement? Vu ce qu'on Est-ce- sait du jeu pour l'instant, Est-ce qu'on va pas aller plus loin Là, on part de ça. Moi j'espère qu'il va vraiment pouvoir faire l'œuvre qu'il a envie de faire tout en s'étant débarrassé de MGS, parce que finalement il s'était enfermé dans MGS. À chaque fois il disait que c'était son dernier MGS. Là, il ça reconstruit a un lore. l'air quand même très différent quand même sur beaucoup de choses. Il y a des choses, par exemple, il y a Bien du sûr. fantastique pur, un truc qu'il y a plus ou moins jamais eu dans MGS, parce que quand il y avait du fantastique, il arrivait toujours à te l'expliquer par la technologie et la science au final. C'était de la science-fiction un peu... Alors que là, il y a des choses assez spéciales. Mais Il c'est est vrai possible que- que son œuvre ultime Death Stranding où vraiment il atteint quelque chose qu'il a jamais réussi à avoir auparavant chez Konami. Enfin c'est tout le mal que je lui un souhaite. total et- contrôle en tout cas. Mais là, en tout cas, Sony a l'air parti sur ce truc-là. Je pense que c'était l'idée même de lui laisser le contrôle pur. Effectivement, mais après, c'est une réflexion intéressante de se poser. Des fois, il y a certains génies qui méritent d'être un peu cadrés, contrôlés, contrôlés, un peu ouais, cadrés, parce cadrés. que sinon, on pense à Fumito Ueda qui a Par pas su exemple. se tenir. Mais Fumito Ueda, on rappelle, c'est Ico, Shadow of the Colossus et Last Guardian. Guardian Ouais. 15 ans plus tard quoi. Mais il y a des gens qui des fois ont besoin d'un certain contrôle pour pas perdre pied. Ouais. Bah, c'est- Et Kojima, je pense, c'est peut-être le genre de mec que je connais pas personnellement, mais il m'a l'air assez tangent. Il pourrait très vite vriller et partir dans des trucs qui le dépassent à tous les niveaux. quoi. Ouais, il ne Ouais. tient pas ses délais. Ouais. Voilà, il ne déjà. tient pas ses délais. c'est- Après, il fait toujours des scores. Il a assez des bons, ambitions ouais, aussi qui ont l'air démesurées par rapport aux moyens, et après il faut toujours se conformer à ce qui est possible, quoi. C'est ça, exactement. Et peut-être un dernier mot pour la fin du débat. Je sais pas, j'avais encore comme axe. Bah, Fougère. Fougère. Est-ce que on a commencé tout doucement à aborder ça, mais ça me paraît très important de revenir sur un dernier point d'interview qu'on a fait avec Tony Fortin. Est-ce que le jeu vidéo aujourd'hui permet des traitements différents de l'imaginaire militaire maintenant que Metal Gear a ouvert certaines portes? Il parlait un petit peu de This War of Mine, et c'est vrai que, alors un petit peu de Witcher aussi, mais ça c'est quelque chose qui vient des livres. C'est vrai que finalement il y a une demande, et c'est vrai que tu parlais de Battlefield tout à l'heure, une demande mainstream, disons, de jeux d'action, de jeux militaires, et c'est à côté, soit dans les indés, soit dans les AA, qu'on va avoir des choses peut-être un peu plus, j'allais pas dire subversives, mais en tout cas qui vont permettre d'avoir un autre regard. Ça va dépendre en fait, le problème c'est que c'est toujours une logique de marché industriel, en tout cas de produit, donc il faut donner aux joueurs ce qu'il veut, et c'est vrai que ceux qui veulent des choses un peu plus anti-militaires, ça va plutôt être dans la niche qu'autre chose. Bah, je pense notamment du coup à Paper Please qui Oui, voilà. du coup en fait parle des victimes de la guerre. On n'y pense pas forcément, mais ouais, c'est tous les civils et toutes les victimes en fait de ces prises de décision entre des grands qui voulaient mettre des grands, des puissants qui veulent mettre des frontières. Voilà, et qui divise plusieurs populations. Ouais. Merci et merci tout le monde du coup pour ce débat. Très rapidement, vous me donnez un chiffre. C'est quoi votre Metal Gear préféré? 2, 3. 2 et 3. 2. Vous le saurez la semaine prochaine. Fin. C'est 3. Non, voilà, Ok, bon. c'est pas très gentil. Bon, ok, c'était le 3. Merci. Merci tout le monde. Les amis, l'émission n'est pas terminée. On se retrouve tout de suite pour le quiz musical. Quiz musical cette semaine qui a été baptisé Snake plus Ultra. C'est toi qui l'as trouvé Bien sûr, mais toutes les semaines. Pas mal. Donc Snake plus Ultra, quelle est la thématique? Ce sera donc le mot Snake est dans la réponse.
D'accord. Le mot Voilà. snake. Wow. Le mot Le mot snake, snake le mot ou snake, serpent. le mot snake. non. Il Le y en mot, a D'accord, déjà snake. un, je suis sûr de ce que c'est. voilà, Je suis sûr de ce le que mot snake est dans la réponse. C'est compliqué. Donc, nous avons, je rappelle les règles, deux équipes. L'équipe rouge avec Cédric et Pazou, l'équipe Yes. bleue avec Alexis et Jonathan. L'équipe des winners. Un, Allez, hein. un Allez, point sur toi. par bonne C'est ça. réponse. Si Oui. vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Si tu sais, tu Et dis, je tu vois. compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Mais il y en a un, je suis sûr Compte sur qu'il va y toi, être. hein. Ne regardez pas le chat, évidemment. On l'a pas. Vous ne l'avez Ouais. pas, c'est On ne très l'a pas, bien. on l'a Cette pas. semaine, vous ne l'avez pas, c'est fantastique. On est parti pour le premier morceau. C'est bon, je l'ai. Pazou. C'est Metal Gear 2 Solid Snake. Très bien, Metal Gear 2 Solid Snake, évidemment, composé par Masahiro Ikariko, Theme of Solid Voilà. Snake, le thème de l'introduction, Ok. jeu sorti en Bien 1990 sur MSX 2. Voilà, donc qui raconte les histoires à tous les bails à Zanzibar et tout ça, et notamment toute l'histoire avec Frank On dirait Jaeger. un nom de SAS. Bail à Zanzibar. Bravo, Les très, bails très de bien. Zanzibar. J'accorde un point bonus là, c'est pas. non, ok, faire des très C'est bien. pas le Burger Quiz. Bon, le grand bien m'a parlé. Deuxième morceau. Donc Snake doit être dans la réponse. Alors Ouais. Snake est dans la réponse. Alors là c'est un peu indirect, mais disons on a parlé de Solid Snake, maintenant on va peut-être parler de son vrai papa. Ah, c'est Los Angeles. C'est New York. La parole à l'équipe bleue. Ah bah trop tard. Ah. La parole à l'équipe bleue. Moi, j'ai pas le nom exact. C'est un du truc, film donc, de John Carpenter. Oui, mais on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai pas le nom Ah, exact. mais alors attends, c'est Vous avez 5 secondes. Los Angeles 1987. Alors ce n'est pas le bon. C'est Équipe New rouge. York 99. Très bien. Escape from New York. Bah, alors, avec Snake Plissken. Snake ça. Plissken, le nom du personnage principal Non, incarné ça, par ouais. Kurt Je Russell. m'en rappelle maintenant. Ouais. Le générique de début de Escape from New York, sorti en 1981 et réalisé et coécrit par John Carpenter. Voilà, le grand, le seul, l'unique, dont on parlera peut-être un jour. Il me semble qu'il y a un faisceau d'indices qui est en train de se créer sur les dernières émissions. Donc 2-0 pour l'équipe rouge, troisième morceau. Un peu corsé celui-là. C'était avant. C'est un jeu disponible sur Switch de Sumo Digital. Ah, C'est con. il n'y a pas Snake dans le nom. Donc, Il y a Snake dans le nom. Ah si, C'est un puzzle Snake game. Pass. Snake Pass, bravo. C'était Snake Pass. Bien joué, bien joué. L'écran titre de Snake Pass, Ah oui, donc d'accord, composé par David Wise, bah compositeur voilà. de Donkey Kong Country. Oui. Voilà. Ça me faisait s'entend, penser ça ouais, s'entend, du coup à ça s'entend. David Wise. Ouais, Ça s'entend, jeu carrément. sorti en 2017 sur Switch, PC et toutes les bonnes consoles. Voilà. Donc, mais aussi la Xbox One. Toutes les bonnes consoles et les Xbox. Et la Xbox One. Bref. Très bien. Donc ça fait 2-1 pour l'équipe rouge. Quatrième morceau. C'est un film. Avec Snake. hein, du coup. C'est compliqué. Snake dans le titre. En version. Alors, non, c'est le titre Original. international. Ah, d'accord. Ok. La bande son est composée par Ryuichi Sakamoto. Et c'est un film de Brian De Palma. Ah oui, c'est bon. Snake Eyes. Snake Eyes, bravo. D'accord. Snake Eyes, film Wow. de Brian De Palma avec Nicolas Cage. Qui est très bien, mais j'avais pas retenu J'y cette avais musique pensé là. aussi. J'ai jamais vu. Moi j'ai la Jamais- musique de fin. Tu peux rappeler un petit peu le pitch du film très rapidement. Voilà, Snake Eyes, c'est sur un policier un petit peu véreux, un petit peu magouilleur, et il assiste à un match de boxe, et pendant le match de boxe, il y a un attentat où il est juste derrière un mec qui s'est fait tuer, et en gros, il va enquêter pendant tout l'after du match de boxe. Il a 1h30 environ, machin, et ça, et voilà. Je peux pas trop aller dans les D'accord. détails, mais, Voilà, mais moins c'est on en sait, mieux c'est. peut-être l'un des grands films de Nicolas Cage aussi. au Oui, passage. c'est pour ceux qui se moquent de Nicolas Cage, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il est en mode roue libre au début, et ça devient de plus en plus sérieux, donc bon, très bien, moi j'adore. Très bien, bon bah voilà, on a déjà la reco de la semaine de Cédric. 3 Faut qu'on pour mette du l'équipe temps. rouge. C'est parti Pour pour, l'honneur. c'est parti pour le dernier morceau. Allez. Come on, take us home, dog. You know how to fly? Je suis très déçu. I got over 2,000 hours. Ah non, je l'ai pas du tout. Ah, This is all you talked about. Faut écouter. Hein. Troy, you can do this. Yeah. Yeah, I can do this. We gotta clear the snakes out of the cockpit. Yeah, clear the snakes out of the cockpit. Yeah. Ah si, c'est je l'ai. Enough! I have had it with these motherfucking ouais, snakes. Je l'ai, on tu l'as this dire, des serpents dans l'avion, Snake in the plane. Tout à l'heure. Il l'a eu, bravo.
Bravo Cédric. Et tu n'as pas osé mettre Megaman 3 et Snake Man. Mais je suis très déçu. Je n'ai pas mis Megaman 3, donc effectivement, Snakes on the Plane, ça me paraissait plus important. Bah, je Ça suis l'était. Ça l'était. On voit les priorités. impressionné par ce choix. Très bien. Mais tu connais ça quoi, enfin, Bah, c'est je ouf. suis allé le voir, il y avait Kenan de Kenan et Kel en plus dedans. Oui, Oh là là. effectivement, avec une beubare. Avec une babarre. Bon les amis, c'est avec un score de 4-1 que se termine ce quiz Merci, musical. Merci pour ton total de 0 points apporté. Bravo, ouais. Allez, Tu veux que je te dise une bonne nouvelle? Au moins, je nous ai pas mis dans le négatif. Ah, c'est vrai. Merci, Très, merci. très, très On bien. progresse. C'est moi qui suis allé chercher les négatifs avec le dernier morceau, mais bon, si tant est que ce soit un morceau. Oh oui, pardon, j'ai oublié de dire qui avait composé. C'est Trevor Rabin pour le film, donc réalisé par David R. Ellis, deux personnes qu'on n'a pas revues après, bizarrement. Très très bizarrement. Les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous? Oui. Alexis. Une demi-recommandation, le Bureau des légendes saison 4 qui est sorti il y a quelques 2-3 semaines maintenant. Mhm. Alors là, série française qui est héritière de Mad Men, The Wire, toutes ces séries HBO, enfin ABC et HBO, revient pour une 4e saison qui est un peu décevante. Les 3 premières étaient vraiment super. Là, on sent que Rochant, le créateur de la série, arrive un peu au bout et qu'il est fatigué. Le thème de cette saison, parce que comme dans The Wire, chaque saison a un thème, c'est la cybersécurité et la Russie, tout ça. C'est moins inspiré qu'avant, mais c'est vraiment toujours un plaisir de retrouver cette ambiance des GSE pour une série qui est quand même assez contemplative et intéressante. Grande série française, effectivement. Pazou? Bah, ma recommandation ou Oui, ta reco ou- Ouais. Alors ça serait la chaîne YouTube Plein les Pixels, donc dirigée par Pierre Pixel, donc elle est pas très connue, elle a 1000 abonnés. Donc il fait 2 formats qui s'appellent en fait l'écran tremble encore ou en cours, des fois quand il le fait, et en fait il parle de jeux vidéo. En fait il parle de jeux vidéo et vraiment de manière très poussée. Sa dernière vidéo donc date de 2 semaines, c'est sur la série Is. Donc, mais vraiment, il va dans des sujets qui sont très 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 de niche et il les traite extrêmement bien. Je l'ai connu en fait avec Merugezu, mais également lorsque j'ai fait la soundtrack du dimanche sur Enemy Zero, donc le jeu de Kenji Eno. Effectivement, c'était la première vidéo qu'il avait publiée. Et il fait également en fait des vidéos qui s'appellent Sublicité publiminale, donc où il analyse en fait des publicités et tous les aspects marketing de marque et ou de pub TV. Et je vous recommande, c'est vraiment super bien, c'est Plein les Pixels. Très bien, on mettra le lien dans l'article, tout simplement, du replay. Cédric. Moi, je vais vous recommander mon dernier achat, c'est La Dame de Shanghai avec Orson Welles, c'est 2 Orson Welles, d'accord. c'est chez Carlotta, c'est les coffrets ultra collector, ça sort tous les trimestres, c'est vachement bien, c'est limité, donc allez-y, c'est un classique et que c'est cool, et non, franchement c'est 50 €, mais vous avez en fait le DVD, le Blu-ray, et surtout il y a un livre à chaque fois, et un beau coffret, un bel écrin pour des films très intéressants et toujours très hétéroclites, on passe vraiment du coq à l'âne à chaque numéro. J'espère que le livre n'est pas dans la cover, genre tu peux détacher le livre de la cover. Tu sais, t'as des coffrets maintenant, la tendance actuelle c'est de mettre les pages en gros, sur le... là ta cover, c'est tu l'enlèves, t'as un livre et dans la couverture du livre t'as des encoches pour le DVD. D'accord, ok, très bien. Très bien. Bah, et du coup, Jonathan? Moi, demi-recommandation, mais en plus, tu l'avais évoqué tout à l'heure, c'était aussi une chaîne YouTube, c'est celle de Monsieur Plouf, qui est là, en plus, a fait très récemment une vidéo sur Red Dead Redemption 2, donc un reviewer, donc quelqu'un qui fait des reviews de jeux vidéo, mais qui justement va avoir une voix qui change un petit peu de toutes celles que vous pouvez lire ou voir, et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un qui va pas juste se concentrer sur les graphismes sont beaux, ou alors les personnages ils sont sympas, mais qui va un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est ma recommandation. Très bien. Et quant à moi, je ne vous ferai pas l'affront de vous recommander le Kawaii Café qui vient de fêter ses 7 ans ce week-end. Mais non, voilà, c'est un endroit éminemment recommandable qu'on apprécie. On y était, hein, Alexis. Ah bon, j'y étais moi vendredi soir. Ah bon je sais, vous étiez. Non, mais voilà, c'était une très très bonne soirée. Voilà, on s'est bien amusé. Non, mais moi, mes 2 recommandations, ce sera, on n'en a pas parlé pendant le numéro, mais c'est Watchmen, que tu peux peut-être montrer à l'image. Mais Watchmen, effectivement, de Alan Moore et Dave Gibbons. Jonathan, tu es très fort pour faire ça. Extraordinaire. Donc Watchmen, tout simplement, c'est l'une des plus grandes bandes dessinées de super-héros qui interroge
au-delà d'interroger le nucléaire, interroge notre adhésion à la fiction et ce qu'on en fait surtout. Très bonne vidéo de Monsieur Bobine notamment sur pourquoi le Watchmen de Zack Snyder commet un contresens en retirant le poulpe qu'on voit à la fin en fait. D'accord. Et voilà, le poulpe qui est justement là pour t'interroger sur jusqu'à quel point tu es prêt à adhérer à une fiction et aux mensonges qu'on te vend sur certains discours politiques liés au progrès technologique, etc. Voilà, très bonne vidéo et très bon comics, donc lisez-le parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Tous les Monsieur Bobine. Tous les Monsieur Bobine, Oui, de toute aussi, façon, voilà, oui, on c'est salue vrai. toute l'équipe effectivement de Monsieur Bobine qui fait un travail absolument remarquable. Et Marocco que j'avais prévu, du coup, c'est Pat Labor 2 de Mamoru Oshii. Je vous l'avais déjà recommandé dans le numéro consacré à Ghost in the Shell, mais ça me paraissait important parce que c'est une référence qu'on ne mobilise pas assez quand on parle de Metal Gear. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui date de 93-94 et qui entrevoit déjà la façon dont les attentats vont brouiller les pistes entre le temps de paix et le temps de guerre, et dans quelle mesure est-ce qu'on entre dans une paranoïa qui s'auto-justifie pour alimenter une industrie et Des politiques sécuritaires, et des politiques sécuritaires, etc. Il y a toute une scène notamment avec les chars qui rentrent dans la ville en mode hashtag état d'urgence. Et pour avoir vu ce film un petit peu après Charlie Hebdo, ça fait tout drôle. résonne. Ouais, ça fait bizarre. Mais donc voilà, c'est un très 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 grand film. Surtout, c'est un des films qui a prédit, au-delà de ça, les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo. D'accord. Voilà. Ah oui, ok. Donc voilà, c'est dramatique, c'est-à-dire que tu vois cette scène et tu te dis ah oui, ça a eu lieu, ça s'est passé avant. Enfin, il a fait ce film avant quoi. Ah oui, d'accord. Donc voilà, il y a une tension un peu fin de siècle qui rend le film vraiment très intéressant. Donc à voir, Mamoru Oshii, Pat Labor 2, c'est le film le brouillon de Ghost in the Shell, mais pour moi ça va au-delà de ça. C'est vraiment l'un des films de science-fiction politique les plus intelligents que j'ai pu voir. Donc allez-y. C'est tout pour ce numéro. Comme le dit non, avant de lancer le jingle de fin, Pazou, où peut-on te retrouver? Sur merugezu.com, donc on a une chaîne YouTube, un SoundCloud, on est aussi disponible sur Spotify et Deezer pour écouter nos podcasts, la soundtrack du dimanche, nos podcasts mensuels où on a tout le membre de l'équipe où on discute et on débat en fait de plusieurs sujets. On a également du coup la mixtape et où on invite en fait un invité et on discute en fait de son relation avec le jeu vidéo à travers du coup sa playlist de musique qui ont un rapport avec le jeu vidéo ou pas. Et écoutez, je vais pas tout vous gâcher. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On est disponible partout et n'hésitez pas à nous voir sur Twitter. Nous sommes là. @merugezu. Voilà. Très très bien. Les amis, comme le dit la phrase consacrée, C'est la fin des choux. et c'est la fin de ce numéro 72 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. On vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième volet de notre à grand anniversaire consacré à Metal Gear Solid. On recevra Pipo Mantis et Rafik Djoumi pour parler davantage de ce qui est en jeu dans MGS2, notamment la mémétique et la guerre de l'information. Donc restez avec nous. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @hyperlink_RVL sur Twitter. On est également sur Facebook et sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et on est sur Discord, donc voilà, revenez. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenez nous voir, rejoignez la communauté. On est sur Instagram également. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci Alexis, merci Jonathan, merci Cédric et merci Pazou. Merci à vous d'avoir été avec nous en plateau. Merci PJ et Léo à la réalisation. Merci Charlie et Elisa à la production. Et Hortense Qui est par terre depuis tout à l'heure. Qui est par terre depuis tout à l'heure, qui nous a pris en photo pendant toute l'émission. Là, on va voir Magnifique photo, il faut le dire. des dossiers. Très belle photo. Des dossiers, beaucoup de dossiers. Merci et à la semaine prochaine. Ciao. 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 Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.